chemins, oui. Voilà. Je me suis autorisée, si vous avez des choses. Si on me met tous mes professeurs devant, on va voir, c'est intimidé. Alors. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue encore une fois. Donc vous avez été inscrits à cette soirée organisée par l'association Mémoire des luttes, dont je suis l'un des animateurs. Je m'appelle Christophe Ventura. Et donc, c'est nous qui avons l'idée d'organiser un dialogue, j'insiste sur le mot, c'est ni une conférence ex cathedra, ni un meeting évidemment, mais c'est vraiment l'idée d'organiser un dialogue entre Chantal Mouffe, ici présente, et Jean-Luc Mélenchon. Donc ce soir, nous démarrons une soirée finalement de philosophie politique, et l'idée étant d'aborder un certain nombre de thématiques qui sont à la fois structurantes et bien du parcours et du travail des deux invités de ce soir, et puis aussi qui font partie disons, bruit de fond médiatique permanent, et ces thèmes étant la question du peuple et du populisme. Donc, de quoi s'agit-il? Comment aborder ces questions? Comment les manier? C'était un peu l'idée de ce soir, de mettre en miroir les réflexions, les théories de Chantal Mouffe et de Jean-Luc Mélenchon, qui, dans le cadre de la campagne présidentielle en tant que candidat de la France insoumise, aussi met en application un certain nombre de ces réflexions dans le cadre d'une campagne électorale. Et donc on va essayer un peu de visiter en quelque sorte l'ensemble des sujets ce soir. Alors on va procéder de la manière suivante. On a décidé d'organiser la soirée autour de 6 thèmes, de 6 sous-thèmes, de 6 blocs thématiques sur lesquels Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon vont dialoguer librement, pourront rebondir sur les réflexions de l'autre, développer ce qui leur semblera nécessaire, utile par rapport à ces sujets. Voilà, donc on va démarrer sans plus attendre. On a 2 heures devant nous, donc on a jusqu'à 21h pour ce débat, que je vous souhaite évidemment des plus agréables. On va démarrer. Le premier thème est assez simple finalement, si j'ose dire. La question qu'on s'est posée, c'est la suivante. On parle de peuple souvent, mais est-ce que ça existe le peuple? De quoi s'agit-il? Est-ce une catégorie opérante? Est-ce que c'est simplement un mot fourre-tout? Est-ce que le peuple est une catégorie permanente? Est-ce qu'il est le même aujourd'hui qu'il a été il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles? Sont-ce les mêmes acteurs? Et dans ce cas-là, ou pas, il faut-il, dans ce cas-là, si ce n'est pas les mêmes acteurs, reconsidérer la manière de parler avec lui, de dialoguer avec lui, de le mobiliser? C'est autour de ces sujets-là qu'on va discuter. Je vais, si on est d'accord, donner la parole à Chantal Mouffe, donc qui est professeur de théorie politique, qui a sorti un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier est ici, qui s'appelle L'illusion du consensus. Chantal, qui a évidemment accompagné pendant très longtemps le travail d'Ernesto Laclau sur le populisme, l'hégémonie. On se rappellera d'un certain nombre d'ouvrages clés de leur parcours, par exemple l'hégémonie socialiste, il y a 30 ans maintenant, qui était sorti, qui ont beaucoup travaillé à l'aune des réalités latino-américaines, en Argentine, et qui, de ce point de vue-là, aujourd'hui, ont beaucoup influencé un certain nombre d'acteurs
intellectuels, politiques, d'opérateurs politiques, même de forces politiques, comme en Espagne, on associe souvent, d'ailleurs elle nous dira si elle pense que c'est justifié, on associe souvent son travail à la stratégie de Podemos en Espagne. Donc on va aborder tout cela maintenant. Donc le peuple, est-ce que ça existe? De quoi parle-t-on, Chantal Mouffe? Bien, je vais peut-être vous choquer, mais je veux dire, non, le peuple, ça n'existe pas. Ce qui est, c'est-à-dire, bon, je m'explique. Ça n'existe pas en tant que donnée empirique. Ce qui existe en tant que donnée. Tu parles au micro. Pas tout à fait. Non, Moi, je vais c'est bien. demander un micro. Ah, il n'y a que celui-là, malheureusement. Mais il faut que tu le mettes vraiment près de ta bouche parce que je vois les malheureux. Oui, là-bas. bon, d'accord. Les oreilles. Ça va? Oui, bon, d'accord, d'accord. Oui, le peuple, en tant que, ce n'est pas une entité empirique. Hein. L'entité empirique, c'est la population. Le peuple, en tant que catégorie politique, c'est toujours quelque chose qui est construit, qui est une construction discursive. Alors ici, il faut peut-être que j'explique, parce que les gens pensent que discours, c'est uniquement quelque chose de linguistique. Dans Hégémonie et stratégie socialiste, le livre qu'on a écrit avec Ernesto Laclau, là, on explique exactement ce qu'on entend par la catégorie de discours, et on dit que la société, c'est toujours un espace discursif. Donc, mais par discours, on entend pas seulement le linguistique, mais aussi toute une série de pratiques. Donc, j'insiste sur ça, parce qu'en général, on dit le discours, donc, c'est une position idéaliste. Non. Mais c'est quelque chose qui est construit à travers, justement, toute une série de pratiques, de discours, et plus tard, je vais développer quelque chose qui est, à mon avis, très important, c'est aussi des affects, le peuple. Hein. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est construit. Alors, ici, il faut peut-être insister sur quelque chose qui, à mon avis, est important quand on va voir comment va se construire ce peuple. Et ça dépend, en fait, de la façon dont on conçoit le politique. Comme je disais, c'est une catégorie politique, le peuple. Donc, la façon dont on conçoit le politique va déterminer la façon dont on conçoit la construction du peuple. Il y a au fond deux façons fondamentales de concevoir le politique. Il y a ce qu'on appelle la conception associative et la conception dissociative. La conception associative, c'est celle qui voit le politique comme un espace de liberté, c'est l'agir ensemble, c'est l'endroit où on peut tous se rencontrer et se mettre d'accord. La conception dissociative, c'est aussi bien entendu quelque chose c'est un agir ensemble, mais qui insiste sur le fait qu'il y a toujours des antagonismes que le politique, ça a à voir avec justement cette dimension d'antagonisme, avec le conflit. Que finalement, s'il n'y avait pas de conflit, il n'y aurait pas besoin du politique. Donc ça, c'est très important, le point de départ. Moi, je me situe bien entendu de la conception dissociative. C'est pourquoi, quand on pense à la construction du peuple, l'idée que je défends, c'est que le peuple, c'est, bon, bien entendu, une identité collective, c'est la création d'un nous, mais ça requiert la détermination d'un eux. Donc, c'est pour ça, tenir compte du fait que, justement, il y a toujours des antagonismes dans la société. En fait, je m'inscris dans une conception qui, on peut la retrouver à partir de Machiavel. Machiavel disait déjà que dans toute société, il y a un conflit fondamental entre deux umori. Il y a d'un côté, il y a les grandi, on pourrait dire aujourd'hui l'oligarchie qui veut dominer, et puis il y a le popolo qui veut, ceux d'en bas qui veulent se défendre. Mais ça, il dit que c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés. Donc, c'est important de voir, la société est nécessairement divisée. Ça va avoir des conséquences sur les arguments que je vais faire tout au long de cette soirée. La société est divisée, les identités politiques, c'est toujours des constructions collectives, et la politique, ça a à voir avec la construction d'un nous, et ça requiert la détermination d'un eux. Et un autre point que je voudrais inciter, c'est que la politique, ça a toujours un caractère partisan. Donc, quand on va penser la construction du peuple, eh bien, il y aura toujours des constructions différentes possibles et qui vont entrer en compétition. Et la grande différence qu'il peut y avoir entre ces conceptions, c'est justement la façon dont est construit le nous et quel est le eux auquel s'oppose ce nous. Et aussi un autre point qui est quel type de rapport y a-t-il entre le ne et le ou, le nous et le eux. Donc c'est pour ça que quand on parle du peuple, il faut toujours penser quel peuple essayons-nous de construire et quels sont les eux auxquels ce peuple va être opposé. Jean-Luc, pardon. Alors, Chantal vient de planter le décor d'une idée que je fais mienne.
c'est l'autoconstruction du peuple en tant que catégorie, on va dire, subjective, se définissant comme étant le nous, hein, par opposition à eux, dans le cas qui m'occupe, le peuple face à l'oligarchie. Mais ma tradition philosophique personnelle, c'est celle du matérialisme historique, et par conséquent, dans la construction de la théorie de la révolution citoyenne, je me suis intéressé d'abord au peuple en tant que réalité physique, matérielle. Et je me suis demandé, comme toi, d'où il venait, qui il était, comment je pouvais le nommer. Étant entendu que lui-même est une réalité inscrite dans l'histoire. Ce que l'on nomme peuple au XVIIIe siècle, ou dans le processus de la Révolution de 1789, ça n'a rien à voir avec ce que nous nommons peuple aujourd'hui. Il s'agit d'autre chose, car un événement est intervenu, je vais dire dans une seconde lequel, mais j'en profite pour dire que dans le livre L'ère du peuple, où j'ai donné une définition positive, c'est-à-dire pas par rapport à l'ancienne pensée, mais comment j'affirmais les choses, j'ai pris au début une citation de Garcia Marquez, où c'est le moment où Aureliano Buendía va être fusillé dans 100 ans de solitude, et il commence par... Il se souvient, et il dit à l'époque, ce monde était tellement neuf que nous n'avions pas de mots pour désigner les choses, si bien que pour les nommer, nous devions les montrer du doigt. Par conséquent, je montre du doigt quelque chose que j'appelle peuple, mais qui dans vos esprits provoque une représentation, d'ailleurs confuse, parce que ça l'est toujours dès qu'on dit peuple, qui ne correspond pas à ce que j'appelle moi le peuple en tant que réalité matérielle. Première note d'indication méthodologique. Donc, que s'est-il passé dans ma tradition historique? L'histoire est l'histoire de la lutte de classe. Mais antérieurement à l'histoire de la lutte de classe pour l'appropriation de la richesse. Et à partir de là, se produit la latéralisation fondamentale que vient d'évoquer Chantal, entre les prolétaires et les bourgeois, les propriétaires des moyens de production et ceux qui sont en état de subordination. Et cette contradiction va animer tout le champ politique et lui donner sa signification ultime, donc dans ses racines matérielles. Que s'est-il passé, en tout cas dans mon esprit, pardon, je le prends par le bout, hein, que la question m'est posée, par lequel la question m'est posée, c'est que je me suis aperçu qu'avant la lutte de classe, et pour qu'elle soit possible, il fallait d'abord que s'opère un autre phénomène. Et ce phénomène, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'êtres humains qui produisent et reproduisent leur existence quotidienne pour que les uns puissent s'approprier une partie de ce que les autres ont produit. Et par conséquent, j'en suis arrivé à cette conclusion que l'histoire est l'histoire de la fluctuation du nombre des êtres humains. Et que la lutte de classe et les autres conflits à l'intérieur de la masse humaine sont des résultats de cette fluctuation. Elle s'observe, si il y avait besoin, je compléterai le tableau, mais on ne va pas faire une conférence, mais on observe qu'il y a un lien très étroit entre le nombre de personnes et le niveau des sciences et des techniques d'une époque considérée. Et on en fait la preuve par l'inverse. C'est-à-dire lorsqu'une société se réduit en nombre et qu'elle est isolée du reste du contexte humain, eh bien elle régresse non seulement dans les outils qu'elle met en œuvre, mais aussi dans la conception et les prérequis scientifiques de ces outils. Donc le lien est établi. Et il est dans l'histoire de l'humanité d'abord invisible, parce que l'humanité est d'abord constituée de petits groupes. Puis on attend l'an 1800 pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Et à partir de là, se produit une accélération vertigineuse du nombre des êtres humains. Je suis né à une époque où il y avait 2,3 milliards d'êtres humains, il y en a 7 aujourd'hui, il y en aura tantôt 10. Donc cette masse énorme d'êtres humains a, par sa masse même, une conséquence, elle se modifie, parce qu'elle devient urbaine à 80%, parce qu'elle devient singulière dans sa composition. Plus il y a de monde, plus les individus sont singuliers, ce qui va contre l'intuition. Donc la massification produit une singularisation et l'émergence de l'individu comme acteur permanent de sa propre histoire. Troisièmement, tout le monde vit en réseau, par les réseaux, à travers les réseaux, et est une composante des réseaux. Et quand je parle des réseaux, je ne parle pas seulement des réseaux sociaux. Je parle du réseau du gaz et de l'électricité, de la route, de l'immeuble et de tout ce que vous voudrez. Et le prolétariat peut être considéré comme le premier réseau social constitué par son nombre, par sa masse, par sa communauté d'habitat. Mais aujourd'hui, nous avons affaire, ce que je nomme peuple, c'est cette énorme population urbaine, interdépendante, organisée par sa localisation d'après des hiérarchies sociales qui ont à voir avec la répartition de la richesse dans la société, et interdépendante.
Est-ce que le peuple en révolution se signale d'une manière matérielle et physique? Ça m'intéresse, moi j'appartiens à la tradition du matérialisme. Eh bien oui, le peuple en révolution se traduit par une réalité physique observable de nos jours, grâce à ceux qui vous encombrent déjà les mains pour un certain nombre d'entre vous, qui s'appellent les communications téléphoniques par les smartphones. Contrairement à l'intuition, encore une fois, c'est pas parce qu'on est loin qu'on communique beaucoup, c'est parce qu'on est près. Il y a plus de monde qui communique en ville qu'à la campagne, ou de la campagne vers la ville. Et ça se signale, les périodes révolutionnaires se signalent par une intensification du réseau de communication. Si bien qu'on a la vérification matérielle d'une ancienne formule qui était celle de Léon Trotsky, qui disait que lorsque le peuple, pardon, il ne disait pas comme ça, lorsque le prolétariat ou la société entre en révolution, il disait la température sociale s'échauffe et, dit Léon Trotsky, les informations circulent plus vite, ce qui est exactement ce qui se produit, par exemple, dans une élection présidentielle, entre le début du processus où une information met un mois à traverser la population, et la fin, c'est-à-dire les 2 ou 3 jours avant le vote, où la moindre information a fait le tour du pays en moins d'1 heure, parce que tout le monde est à chaud. Donc, ma description, le peuple n'est pas le peuple du XVIIIe ou XIXe siècle. Ce que je nomme peuple, c'est l'homo urbanus mis en réseau. C'est cela que je nomme le peuple, et je le décris dans 2 états. Premièrement, sa forme initiale qui renvoie à ce qu'on pouvait autrefois imaginer, que le marxisme nommait. Le marxisme disait qu'il y avait une classe ouvrière en soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire celle qui était décrite par sa position dans les rapports sociaux. Et Marx dit cette phrase qui peut passer pour une phrase de magicien, en tout cas d'idéaliste philosophique, puisqu'on nous en fait le reproche. Il dit le prolétariat sera révolutionnaire ou il ne sera rien. Si on y réfléchit, comment une catégorie réelle et matérielle, le prolétariat décrite par un modèle de relation sociale, peut cesser d'exister du moment qu'il n'accède pas à la conscience de soi. Donc, on retrouve la même description. En tout cas, moi, je fais la même description. Il y a le peuple en soi. C'est la multitude, la population, comme vient de dire à l'instant Chantal Mouffe. C'est les gens. La multitude, c'est encore un autre concept. Pardon? Oui. Je sais qu'il est. Ne mélangeons pas, parce que la multitude, c'est tout de même un concept qui est utilisé aussi par toute une série de théoriciens. Antonio Negri, par exemple. Bon, c'est aussi très, très important. Je crois qu'il faut distinguer justement entre, d'accord, le prolétariat et le peuple, mais je ne dirais pas que la multitude. Il me semble qu'il faut un petit peu tout de même essayer de catégoriser. Parce que moi, quand je pense... le peuple... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui, politiquement, le peuple est construit. Parce que je crois qu'il y a là-bas un enjeu très important. D'abord, bon, il est vrai que, et ça c'est une chose que tu as bien indiqué, aujourd'hui, certains continuent à parler du prolétariat, tandis que d'autres préfèrent la catégorie de peuple. Je crois que ça a des choses importantes, des conséquences importantes. De dire, par exemple, justement, qu'aujourd'hui, vu les transformations du capitalisme, on ne peut plus continuer à utiliser des termes, des concepts qui, ont peut-être été importants à une époque, mais qu'aujourd'hui, justement, si on va tenir compte, mais je crois qu'on va plutôt arriver un peu plus tard à cette discussion, non? Comment, je veux pas non plus avancer trop rapidement, parce que je crois qu'on a l'intention de discuter de ça, mais il me semble qu'il y avait un autre thème sur lequel on voulait discuter, qui était la relation justement entre peuple et démocratie. Voilà, sauf si peut-être Jean-Luc veut rebondir encore. Juste fermer Oui. ma phrase initiale. J'ai utilisé le mot multitude parce que j'étais à la recherche de mots qui n'aillent pas buter les uns contre les autres. J'aurais pu dire population, parce qu'on pouvait traduire du grec le laos, le démos et le génos. C'est 3 manières de désigner la population par des attributs différents. J'ai pris multitude, non pas au sens de Tony Negri et des autres, je l'ai pris au sens de masse humaine, allant et venant à l'intérieur de la ville, sortant et rentrant de l'ascenseur, allant au travail et repartant, n'ayant pas de travail, Oui, ça n'en est jamais... ce que j'appelle la population. Voilà, je pense que c'est le mot. Mais je pensais, si tu veux, que c'était plus dur à manier pour moi de dire la population devient peuple. J'aurais pu le faire. J'ai préféré utiliser multitude pour désigner le peuple en soi, c'est-à-dire décrit par l'agitation de milliers de gens qui ont de conditions sociales différentes, d'occupations différentes, et devenant peuple par un acte politique que décrit la méthode que Chantal Mouffe, à laquelle se réfère Chantal Mouffe. C'est-à-dire, le peuple, en tant qu'instance politique, est une construction, une autoconstruction, qui se définit par opposition entre le « eux » et le « nous ». C'est là que nous nous retrouvons, que nous avons une plateforme commune. Mais je tenais à souligner l'itinéraire matérialiste qui me conduit à désigner. Je termine juste sur un mot, Chantal, pour qu'on se comprenne bien. Pour moi,
le prolétariat ou le salariat n'est pas annulé par le concept de peuple. Le peuple contient le salariat et le prolétariat. Et souvent, celui-ci joue un rôle à l'intérieur du peuple qui est un rôle qui l'aide à prendre conscience du nous. L'exemple concret, pratique, révolutionnaire que je peux citer, c'est par exemple l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui aide au processus révolutionnaire de la révolution tunisienne. C'est le syndicat qui va aller dans les quartiers expliquer aux gens comment on constitue des comités de quartier. C'est le syndicat, parce que lui seulement et lui avait l'expérience de l'auto-organisation des masses. Mais elle s'en empare, évidemment, ça prend une toute autre signification de faire un comité de quartier, qui est le début de la révolution citoyenne, que de faire un comité d'usine. Et encore, au risque d'être un peu long, mais je prends l'exemple inverse. Lorsque les manifestations ont lieu au Brésil contre les grandes installations pour la Coupe du Monde de foot, eh bien, les gens déferlent dans les rues. Alors normalement, ça apparaît comme une manifestation anti-gouvernementale. Et un certain nombre d'amis disent « Mais non, non, c'est une manif de gauche ». Et on demande à un camarade qui est président de l'association, un responsable de l'association Essentaire, on lui dit « Mais pourquoi vous dites que c'est de gauche, ils sont contre le gouvernement ?» Et lui se sent obligé de dire « Mais parce que dans les usines aussi, il y a des pétitions ». Mais pas un moment il ne lui vient à l'esprit que précisément c'est de gauche parce que le peuple est dans la rue et affirme une volonté de souveraineté. C'est notre argent, nous ne voulons pas en faire des stades de foot, nous voulons en faire des transports en commun. Il y a donc ce lien, le peuple devient politique en présentant ses revendications de souveraineté sur lui-même. Je laisse là le concept à cet instant. Je voulais juste pour qu'on arrive bien à voir comment les deux méthodes de pensée se rejoignent entre Chantal et moi, même si évidemment les mots ne sont pas à chaque étape les mêmes. Oui, je crois qu'on va avoir à un moment donné à discuter de ça parce que le peuple n'est pas nécessairement toujours construit d'une manière progressiste. Si on veut comprendre la question du populisme, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais enfin, ça, on le laisse pour plus tard. Oui, justement, on l'abordera à un moment donné dans la discussion. Alors, maintenant qu'on a posé disons, les éléments de définition que chacun donne à cette catégorie de peuple, on va essayer de s'intéresser à un autre aspect, à un moment donné où aujourd'hui il est plutôt à la mode de penser que nous serions dans des démocraties un peu, disons, post-politiques, des démocraties qui seraient à la fois celles d'un certain consensus, où il n'y aurait plus besoin et qui ne serait plus souhaitable d'avoir des conflits ou, disons, une politique adversariale. Donc on va un peu parler de ça. C'est aujourd'hui, une fois qu'on a identifié le peuple, comment on construit la relation entre ce dernier et la démocratie. Est-ce que le peuple est un atout pour la démocratie ou est-ce qu'il est un problème? Ça paraît un peu étonnant de poser la question, mais c'est pourtant celle qui aujourd'hui nous est en permanence, chaque jour dans les médias, renvoyée. Donc on va traiter de cette question-là. Chantal, je te cède la parole. D'accord, donc je voudrais traiter de ça au niveau conceptuel. Justement, la relation entre peuple et démocratie. Et ça va mettre aussi en question, justement, l'idée du populisme. Parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de démocratie sans peuple. D'ailleurs, si on pense étymologiquement, que veut dire démocratie? Ça vient de démos, kratos, donc c'est le pouvoir du démos. Et le démos, justement, c'est le peuple en tant que catégorie politique. Hein. Donc là, s'il n'y a pas de la démocratie, ne peut pas exister s'il n'y a pas justement la construction d'un peuple. Mais démos, kratos, je crois que là, il faut voir, et ça, c'est Nicole Laureau qui a fait remarquer, je trouve ça extrêmement important, elle dit « kratos », ça veut dire avoir le dessus. Donc, quand on dit démos kratos, ça veut dire que, en fait, ça rejoint ce que je disais antérieurement, que la démocratie, elle est tout de même l'expression d'un peuple qui est divisé. Parce que le kratos, c'est-à-dire qu'il y a une partie du peuple qui a le kratos sur l'autre. Hein. Donc, dans la conceptualisation que nous développons avec Ernesto dans hégémonie sociale et stratégie, c'est l'idée d'hégémonie, tout autre hégémonique. C'est-à-dire il y a des rapports de pouvoir dans la démocratie et l'objectif de la démocratie ne peut pas être justement d'établir une espèce de consensus complètement inclusif. Et ce n'est pas antidémocratique de reconnaître qu'il y a justement toujours des formes hégémoniques et qu'il y a toujours quelqu'un qui a le kratos d'un groupe.
Donc, il n'y a pas de démocratie sans peuple, et c'est pour ça que j'insiste. Je sais qu'il y en a pas mal de gens qui n'aiment pas cette formulation, mais il y a pour moi une dimension nécessairement populiste dans la démocratie, parce que j'entends par populisme la construction du peuple. Et si on accepte qu'il n'y a pas de démocratie sans peuple, eh bien, il y a toujours une conception, une partie, un élément, une dimension plutôt populiste dans le peuple. Et c'est pourquoi je m'insurge contre tous ceux qui déclarent que le populisme est une pathologie de la démocratie, c'est une perversion de la démocratie. Le populisme, c'est un élément absolument fondamental de la démocratie. Mais pour comprendre justement où nous en sommes aujourd'hui en ce qui concerne la démocratie, il faut qu'on voit que quand nous, ici en Europe, on parle de la démocratie, on parle en fait d'une démocratie qui est déjà une démocratie absolument spécifique, parce qu'au fond, le principe démocratique, le pouvoir du peuple, c'est ce qu'on peut appeler, c'est un principe de légitimité. Ça veut dire que le pouvoir vient du peuple, qui s'oppose justement à l'idée que le pouvoir vienne de Dieu ou le pouvoir vienne du prince. Bon, c'est ce qui est lié à ce que Claude Lefort appelle la révolution démocratique. Bon, mais ce principe n'existe jamais tout seul. Il s'inscrit toujours dans une certaine tradition, dans une certaine, géographiquement, dans des conditions culturelles. Et la démocratie, qui est notre démocratie, qu'on appelle la démocratie libérale, mais ici j'insiste qu'il faut entendre libéral dans le sens du libéralisme politique, et j'y reviendrai. Mais c'est aussi la démocratie représentative, certains parlent de démocratie moderne. Moi, je préfère parler de démocratie pluraliste. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que notre démocratie occidentale, c'est en fait l'articulation entre, d'un côté, ce principe de la démocratie qui a à voir en fait avec la souveraineté du peuple, mais aussi l'idée de l'égalité, et une autre tradition qui est la tradition libérale. La tradition libérale, j'insiste de nouveau, la tradition libérale politique, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la défense de la liberté individuelle. Notre démocratie, c'est l'articulation de ces deux traditions. Il y a un magnifique petit livre, en anglais, mais je crois qu'il est traduit en français, qui s'appelle « The Life and Times of Liberal Democracy ». C'est un livre du philosophe canadien C.B. Macpherson qui montre très bien comment, en fait, cette articulation entre la tradition libérale et la tradition démocratique a eu lieu au XIXe siècle, au moment où les libéraux et les démocrates ont lutté ensemble contre l'absolutisme. Donc, il faut insister ici qu'en fait, il n'y a pas une relation nécessaire entre le libéralisme et la démocratie. C'est pourquoi il y a des régimes qui sont libéraux et pas démocratiques, et des régimes qui sont démocratiques et pas libéraux. Mais évidemment, pour nous, ça nous choque un peu, mais étymologiquement, c'est parfaitement possible, parce que notre démocratie, c'est une démocratie qui, justement, a articulé ces deux traditions. Alors, il y a toute une discussion en philosophie politique sur est-ce que ce sont des principes qui sont contradictoires ou qui vont nécessairement ensemble. Habermas défend la co-originalité entre le principe de la démocratie et le principe de libéralisme. Carl Schmitt dit au contraire que non, ce sont il y a une contradiction fondamentale parce que le libéralisme ni la démocratie ni le libéralisme. Bon, dans mon livre, Le paradoxe démocratique, j'ai défendu une position différente. Je dis, au fond, c'est vrai qu'il y a... il n'est pas possible de réconcilier parfaitement la tradition libérale et la tradition démocratique. Parce que si on entend donc la liberté et l'égalité, entendant par là, il n'y aura jamais une égalité parfaite et une liberté parfaite. Mais il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose qui met nécessairement en question l'existence de la démocratie pluraliste, mais comme ce que j'appelle un espace de paradoxe qui est important parce que c'est ça qui permet justement, qui donne place au pluralisme. Mais à condition, et je crois que ça c'est important de voir, si on essaye de comprendre quelle est notre situation aujourd'hui, de reconnaître qu'il est important qu'il y ait toujours cette tension soit négociée. Moi j'appelle ça en fait qu'il y a une tension agonistique entre ce qui vient de la défense de la liberté, la tradition libérale, et la défense de l'égalité, la tradition démocratique. En fait, en termes politiques, on pourrait dire que c'est la fameuse distinction droite-gauche. Hein. En fait, il y aura toujours, à un moment donné,
dans l'histoire de la démocratie, un moment où c'est les valeurs démocratiques qui sont principales, donc la valeur d'égalité, ou autre, c'est le moment où, au contraire, c'est plutôt la liberté. Mais la tension, elle se maintient toujours. Il y a toujours la possibilité de rééquilibrer cette tension. Et je crois qu'en fait, toute l'histoire de notre démocratie, c'est justement une histoire où, bon, comme je le disais, il y a un principe qui est fondamental et l'autre va être subordonné ou vice-versa. Aujourd'hui, ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est qu'en fait, cette tension agonistique entre l'égalité et la liberté, entre le principe libéral et le principe démocratique, elle a disparu. Parce que nous vivons dans des sociétés où, finalement, la tradition libérale, alors libérale déjà entendue dans un sens assez restrictif, donc transformée bien entendu par le néolibéralisme, est devenue tellement dominante que quand on parle de souveraineté populaire, les gens vous regardent, vous dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est un concept anachronique, on ne peut plus parler de ça aujourd'hui. Et l'égalité, c'est aussi quelque chose qui a complètement disparu. C'est pour ça que toute une série d'auteurs disent, et je suis tout à fait avec eux, qu'au fond, aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés post-démocratiques, qui se prétendent encore, oui, c'est vrai, toutes les institutions, en principe de la démocratie, elles sont là, mais elles fonctionnent un peu à vide. Parce que toutes les valeurs principales de l'égalité et de la liberté, qui sont celles qui sont constitutives de la tradition démocratique, ont été complètement mises de côté. Et en fait, on vit dans une société, dans des systèmes où finalement la démocratie, ça se réduit à la défense de les élections qui sont ouvertes à tout le monde, mais bon, et la défense des droits de l'homme, entendu d'ailleurs dans une façon assez particulière. Bon, si on a ça, on a la démocratie. On est donc, pour cette raison-là, dans une société post-démocratique. Je crois qu'on va venir sur le point d'examiner un peu qu'est-ce qui nous a conduit là, mais je crois que c'était vraiment important de voir qu'il y a eu, dans les 30 dernières années, une transformation très profonde de nos sociétés qui, certains parlent de dédémocratisation, crise de la démocratie. Ben, je crois que c'est lié à ça, au fait que la prépondérance de la tradition libérale a vraiment fait passer à la trappe les valeurs principales de la tradition démocratique, l'égalité et la souveraineté populaire. Jean-Luc, comment vois-tu cette chose de la post-démocratie ? Bon, ma méthode n'est pas tout à fait la même parce que je suis inclus dans une réalité de combat. Alors, peu importe. Moi, je me suis posé la question de la façon suivante, d'une manière plus anthropologique. Quelle fonction remplit la démocratie? À quoi ça sert? Puisque c'est ça ta question. Hein. Donc, je ne suis pas dans l'ordre dans lequel moi je raisonne d'habitude. Moi, mon raisonnement, c'est le nombre et ses fluctuations, le nombre des êtres humains et ses fluctuations produit une pulsation de l'histoire, génère des contradictions que la masse humaine est amenée à surmonter, dominer. Bon, la conflictualité la traverse et comment elle règle? Bon, comment elle règle les conflits qui sont créés par quoi? Par un phénomène déjà qui va emporter sur tous les autres et créer la contradiction fondamentale de nos sociétés. Nous sommes à l'orée de ça. Hein. C'est la contradiction qu'il y a entre le nombre des êtres humains, la prédation qu'ils exercent sur la nature, et le fait que cette prédation génère la fin de l'écosystème dans lequel ils arrivent à vivre. Bon, ça comme moteur de l'histoire qui se présente devant nous. Mais ça répond, je ne répondrai donc pas sur le même plan que Chantal à la question posée. Les évolutions de la société ne sont pas celles des idées de la société ou de la société sur elle-même, mais des réalités auxquelles elle est confrontée. Alors, ça m'amène le curseur revient en arrière dans l'histoire. Quelle fonction remplit la démocratie en société? Une fonction qui ne doit rien à l'inspiration, à la générosité, mais un problème très concret. Les premières sociétés politiques ne sont pas des déductions de la famille amplifiées, contrairement à ce que suggère l'intuition. Les premières sociétés politiques sont celles où il est décidé qu'une autorité s'impose à la population et au territoire qu'elle occupe. Voilà comment naît la société. Mais à partir de là, qui décide? Et toute la question de toutes les sociétés
c'est qui décide et quelle est la légitimité de la décision. Donc au point de départ, la seule légitimité de la décision, c'est la force. Je décide parce que c'est moi le plus fort. Sauf que l'usage de la force dans une population croissante est épuisant pour imposer la loi. On la fait donc déduire, par consentement et par la violence, d'un principe supérieur. Là, on retrouve tous les deux le même cheminement. Ça va être Dieu qui a décidé que c'est comme ci et pas comme ça. Et le pouvoir du roi, par exemple, vient de Dieu. Le pouvoir, par exemple, du dictateur Franco, sur les pièces d'une peseta, il était écrit Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, pas comme résultat de la guerre civile et du massacre des républicains. Bon. Donc on voit comment le pouvoir a besoin de se fonder dans une légitimité. Alors à partir de là, cette légitimité, d'où vient-elle? On a des réponses, je viens de le dire, et puis se produit un événement politique majeur dans l'histoire, c'est la Grande Révolution de 1789. Et le mot droite et gauche commence un jour sur une question, le droit de veto. Est-ce que le roi a le droit de veto sur les lois qui sont décidées ou pas? Le roi se lève, fait se mettre à sa droite, comme les élus de Dieu, ceux qui sont pour le veto, et à sa gauche, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de veto. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de veto supposent donc que le seul principe de légitimité, c'est la délibération collective du peuple. En tout cas, ceux qui parlent en son nom à ce moment-là. Et c'est de ce jour que date le partage droite-gauche. Donc il est intimement lié à une question fondamentale, la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie qui ne postule comme principe antérieur la question de la souveraineté. Qui décide sur quoi? De quoi suis-je le maître? Bon. La population, la démocratie est donc un mode exclusivement de décision, dans mon approche matérialiste. Donc nous décidons par des méthodes démocratiques. Alors 49 ont tort devant 51, ce qui, si vous y réfléchissez bien, est absurde. Mais ça proclame qu'il n'y a aucune raison supérieure, aucune structure qui est une autorité supérieure à la décision que nous prenons. Aucune. Même ce que nous appelons des vérités scientifiques qui sont que provisoires, rien n'a de valeur supérieure à la délibération collective. Ça veut dire qu'à partir de là, le peuple est institué comme catégorie politique totale. C'est lui qui décide de tout, sur tous les sujets et en toutes circonstances. Bien sûr, ça n'apparaît que de manière circonstanciée, dans certaines occasions, on le voit, on le reconnaît. Mais la trame sous-jacente à l'histoire des démocraties, c'est celle-là. Alors, c'est ce qui pose le républicain comme pensant ce qui est bon pour tout, et le républicain jusqu'au bout, qui va dire, mais au fond, si vous voulez une société qui ne soit dominée par rien ni personne, il faut nécessairement qu'elle soit égalitaire. Car seule l'égalité garantit votre liberté individuelle. D'accord? Et après, là, vous retombez sur les catégories que Chantal propose à notre réflexion, avec cette histoire de ces deux idées et de cette tension entre liberté et égalité. Mais fondamentalement, pour le matérialiste, elles surgissent, comme je viens de le dire, en répondant à chaque étape à la question « Comment ça s'est passé ?» Comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe comme ça. Si vous voulez une société qui soit réellement composée d'individus libres, c'est-à-dire qui ne soit placée sous la domination de personne, elle est nécessairement égalitaire. C'est pourquoi souveraineté, émancipation et république fonctionne, république au sens étymologique, la res publica, la chose publique, fonctionne comme une chaîne de concepts qui s'articule pour rendre compte du processus d'autoconstruction du peuple. Alors là, Chantal m'objecte, l'autoconstruction politique du peuple n'amène pas toujours dans une position progressiste. Elle a bien raison, ça va être un sujet dans un instant dont on va parler, mais pour nous, en tout cas, pardon, pour nous, je ne veux pas globaliser, mais en tout cas pour moi, le mécanisme qui conduit à l'hégémonie populaire est un mécanisme d'émancipation collective. Et chaque fois qu'il essaiera de se soustraire aux conséquences de sa volonté d'hégémonie collective, il va tomber sur des absurdités, c'est-à-dire il va fabriquer une conflictualité secondaire, par exemple entre musulmans et non-musulmans, entre, que sais-je encore, grands et petits, personnes de couleur de peau blanche et noire, et c'est-à-dire des sous-catégories de division qui vont être en réalité des obstacles à l'affirmation qui était l'affirmation initiale, la volonté d'une hégémonie démocratique contenue par le projet même populaire. Voilà. C'est comme ça que moi je lis ces différents éléments dans un même mouvement. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que le moteur de l'histoire n'est pas dans l'idée qu'on se fait de l'histoire. Le moteur de l'histoire est dans les contradictions qui animent les sociétés humaines et dans les conflits. Et là, je rejoins
je pense que c'était important qu'on ait la parole forte de Chantal dans son livre sur l'illusion du consensus. Non, les sociétés, il n'y a pas de démocratie possible dans le consensus. Ce n'est pas possible. La conflictualité est dans la société. La raison d'être de la démocratie, c'est de trancher dans les contradictions. Par conséquent, l'idée de dissensus et de conflit est le cœur, le moteur de la démocratie. Et ça ne coûte rien, ça ne coûte que l'effort de le reconnaître. Car à partir du moment où on reconnaît qu'il y a un conflit intrinsèquement lié à la société et à la vie en société, alors on peut apporter des solutions rationnelles. C'est-à-dire on peut décider que c'est par la démocratie que ça se tranche et pas à coups de bâton et à coups de fusil. On peut décider tout ce qu'on veut. Hein. On peut décider qu'il y a des votes. On peut décider qu'on a une diplomatie plutôt que la guerre pour régler les conflits. Aussi longtemps qu'on nie l'existence du conflit, on est conduit à des pratiques de type totalitaire. C'est-à-dire que le conflit apparaît comme une horreur, une absurdité, un dérangement de l'unité organique évidente de la société. Donc, pour nous, dans la tradition matérialiste, c'est la vieille tradition, la lutte est mère de toute chose. Le conflit est mère de toute chose. Et donc, on va tirer deux conclusions de ça, et j'arrête là-dessus. Premièrement, le caractère pédagogique de la conflictualité. Donc, là où les sociétés vont construire des hégémonies culturelles qui nous sont contraires, comme c'est le cas depuis 20 ans, hégémonie de l'idée de la compétitivité, cette sottise absolue qui s'appelle l'égalité des chances, qui n'est réalisée de manière complète et concrète que dans le loto, mais dans aucune activité humaine raisonnable. Et toutes ces choses, nous allons essayer de les faire voler en éclats. Et pour ça, nous devons aller à l'endroit où la vitrine est la plus fragile, pour jeter notre pierre à cet endroit-là et créer un conflit dont l'onde de choc oblige tout le monde à réfléchir. La conflictualité pédagogique, c'est une manière de faire de la politique et évidemment de l'amener à sa résolution. C'est-à-dire, une fois qu'on a déclenché l'événement conflictuel, on va en indiquer quelle est la sortie. Mais il faut d'abord avoir le courage de déclencher le conflit. Le petit bourgeois, lui, ne rêve que de la situation où on lui reconnaît spontanément le pouvoir, et lui d'ailleurs il fait que répéter ce que les autres lui ont dit, ce sont des choses que vous connaissez aujourd'hui. La centralité du conflit est le résultat de la vision qu'on a de société nécessairement animée par la contradiction, et la contradiction résulte d'aucune mauvaise intention, elle résulte juste du fait que nous sommes nombreux, et que plus nous sommes nombreux, plus la question du partage des richesses et de l'accès aux différentes formes du bien-être devient une source de conflit, dès lors que les uns accumulent sur le dos des autres. Et bref, qu'une société ne sera réellement libre qu'en étant égalitaire. Je m'excuse de vous infliger une addition de tautologie pareille, mais elle articule les anciennes formulations du socialisme démocratique et de son combat avec la vision du populisme, parce que ici, dans le secret de cette salle, j'admets tout à fait que c'est bien de cela dont on parle. Mais si je me risquais à dire où que ce soit, je l'ai dit une fois à Chantal, je lui dis pour les raisons que tu nous exposes, hein, je ne dirai jamais que je suis populiste, parce que je mettrai sur la table un mot qui crée un conflit à l'endroit que je ne veux pas, qui ne m'arrange pas, parce que je passerai plus de temps à faire de la sémantique qu'à faire de la politique, et à expliquer pourquoi il y a un populisme de ceci, un populisme de cela. La tactique de la conflictualité va ensuite donner, ça c'est plus le rayon de Chantal, c'est plutôt le mien, des formes particulières d'organisation politique, que moi j'appelle le mouvement, en l'occurrence le mouvement La France Insoumise, en opposition aux anciennes formes, pas en opposition, mais en dépassement des anciennes formes partidaires, et je vais donc me situer à l'endroit où l'adversaire ne voit pas le conflit arriver. Je ne vais pas aller sur son terrain dans les catégories mentales qui sont les siennes et m'auto-exclure du champ de la conscience des gens par un mot employé juste pour me flétrir. Ils ont inventé le mot populisme comme un mot qui flétrit. Bon, alors on n'y peut rien. On va y arriver, le populisme. Ton micro. Oui. Une petite chose, Jean-Luc, tu dis toujours, moi, en tant que matérialiste, comme si d'une certaine façon tu considérais que moi, je me considère aussi comme matérialiste. Toi, moi, je suis matérialiste. Et tu ne dis pas, toi que tu es idéaliste, donc bon, je voudrais simplement insister. Non, Chantal, je t'arrête, c'est à cause de la salle, c'est pas à cause de toi. Parce que j'ai devant moi tous mes professeurs en marxisme et j'ai intérêt à filer droit. Je me considère aussi comme étant matérialiste. Je suis heureuse que jusqu'ici, je crois qu'on aborde les questions de manière différente, mais je crois qu'au finalement, on est assez d'accord. Et je crois qu'ici, il faut vraiment insister, oui, sur le fait que pour nous, la démocratie, ce n'est pas
essayer d'arriver à un consensus absolument total, mais pour moi, je dirais la démocratie, c'est l'organisation du dissensus. En fait, il y a une expression de Marcel Mauss qui est très belle et qui dit vraiment ça, dit, la démocratie, c'est comment est-ce qu'on peut s'opposer sans se massacrer. Je crois que ça, c'est vraiment très, très important. S'opposer sans se massacrer, permettre aux gens, justement, de reconnaître. C'est pour ça que dans mes travaux, j'insiste, par exemple, sur la différence entre ennemi et adversaire, parce que c'est vrai que si on voit la relation entre le nous et le eux comme une relation entre amis-ennemis, bon, évidemment, ce n'est pas possible d'admettre ça à l'intérieur d'un ordre démocratique, parce que si on voit l'autre comme étant qu'on veut éliminer, mais la démocratie, justement, pour moi, c'est absolument fondamental, c'est vraiment la lutte agonistique. Reconnaître qu'il y a entre nous des antagonismes. Un antagonisme, c'est bien clairement un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle, mais qu'on va tout de même essayer de permettre de voir la façon dont on peut nous opposer sans nous massacrer, c'est-à-dire reconnaître la légitimité des autres à défendre justement leur point de vue. Mais je crois que c'est assez important d'insister sur ce point parce que c'est précisément, à mon avis, ce qui disparaît dans la post-démocratie, et c'est pourquoi aujourd'hui, il me semble que ce qui est vraiment important, c'est de voir comment on peut rétablir cette dimension agonistique, parce que nous vivons, et bon, peut-être qu'on peut en fait passer maintenant au troisième point, Christophe, parce que je crois qu'on en est déjà arrivé au point où on va essayer d'analyser quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation. Oui, absolument. Justement, je pense que quelque chose qui est très clair, c'est que aussi bien Jean-Luc que Chantal, de par votre parcours, vous avez précisément observé et même battu contre ça. Dans le cas de Jean-Luc au sein du Parti socialiste, on a bien vu que depuis 30 ans en Europe, précisément cette forme de post-démocratie s'est mise en place et a trouvé une traduction politique par les rapprochements, voire la fusion d'ailleurs entre la social-démocratie et les camps conservateurs, avec une uniformisation, avec un consensus politique qui est devenu une norme qui ne se discute plus. C'est en gros théorisé avec la troisième voie de Tony Blair par exemple. Toute cette idée-là et toute cette manière d'envisager la politique a en fait conduit à un délabrement de la démocratie et à la naissance du pire, puisque Chantal considère même que c'est ce rapprochement, cette fusion entre la social-démocratie et les conservateurs qui a insufflé, qui a permis, disons, un changement de taille critique de forces comme le FPÖ en Autriche que tu avais observé, ou du Front National en France. Donc on va continuer sur ce thème de la démocratie, de la post-démocratie. Effectivement, comment on en est arrivé là, comment ça s'est passé, mais aussi, selon vous, quels sont les moyens d'en sortir. Bon, c'est ça les deux sujets qu'on va aborder. Au moyen d'en sortir, bon, il me semble que je suggérerais de séparer les deux points. Comment on est arrivé là? Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, puis après on discutera comment en sortir. Comment on est arrivé là? Bon, moi je crois que la réponse est très simple. C'est la conséquence de l'hégémonie néolibérale. Parce que cette post-démocratie, elle s'est installée dans les 30 dernières années. Et je vois en fait deux phénomènes, enfin plutôt deux niveaux auxquels on peut remarquer cette installation de la post-démocratie. Au niveau politique, c'est ce que j'appelle le développement du post-politique. Bon, ça, c'est un des thèmes principaux de l'illusion du consensus. C'est cette idée de la troisième voie de Tony Blair, parce qu'en fait, c'est là qu'a commencé, si vous voulez, cette idée que, finalement, il n'y avait plus d'antagonisme dans la société. Tony Blair disait, maintenant, nous sommes tous de classe moyenne, donc on devrait pouvoir tous s'entendre. Alors, on nous présentait ça comme étant un grand progrès pour la démocratie, parce que, la démocratie est maintenant devenue plus mûre, il n'y a plus d'antagonisme, il y a la politique adversariale donc entre la gauche et la droite, c'est du passé. Tony Giddens, qui était l'inspirateur théorique de Tony Blair, a écrit un livre qui s'appelait Beyond Left and Right, au-delà de la gauche et de la droite. Donc c'était très bien, c'est très clair donc ce que représente cette pause politique. Et c'est, disons en termes plus concrets, c'est le moment où la social-démocratie a commencé à se présenter comme étant le centre-gauche. Je crois que c'est très intéressant de voir, c'est centre-gauche, c'est plus la gauche, c'est le centre-gauche. Et finalement, de dire que
il y a entre le centre droit et le centre gauche un accord fondamental sur l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la post-démocratie. Ça veut dire que lorsqu'un gouvernement social-démocrate de centre-gauche arrive au pouvoir, la seule chose qu'il peut faire, c'est de gérer de manière un petit peu plus redistributive, un peu plus humaine, le terrain qui a été créé, l'hégémonie qui a été créée par les conservateurs. Enfin, bon, évidemment, je parle ici particulièrement du cas de la Grande-Bretagne, parce qu'on a bien vu quand Tony Blair est arrivé au pouvoir, il n'a pas du tout mis en question l'hégémonie qui avait été établie par Margaret Thatcher. Il a simplement justement décidé de, comme je le disais, gérer ça de manière un petit peu plus positive. Mais ici, il faut voir que ce qui est en jeu, et ça nous ramène à ce qu'on discutait avant, finalement, ça veut dire que lorsque les citoyens vont voter, ils n'ont pas la possibilité de choix, parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le centre-gauche et le centre-droit. Donc l'idée de la souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire, comme Jean-Luc le disait, c'est la possibilité vraiment aux citoyens de décider. Mais si on vous présente un programme qui est fondamentalement le même, vous n'avez pas la possibilité de décider. Les indignados espagnols avaient une formule que je trouvais très juste. Ils disaient « tenemos voto, pero no tenemos voz », c'est-à-dire nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Et c'est évident. Si vous pouvez voter, mais pour deux programmes qui sont pratiquement les mêmes, vous n'avez pas de voix. Donc là, je crois que c'est ce que j'appelle cette pause politique. Ça a eu comme conséquence de faire disparaître justement ce qui était central dans l'idée démocratique, l'idée que les citoyens ont vraiment la possibilité d'intervenir, de choisir quand ils vont voter. Donc ça, c'est au niveau politique. Au niveau économique, évidemment, il y a eu aussi des choses très importantes, transformations très importantes liées à l'hégémonie néolibérale. Bon, je veux pas le temps ici d'entrer en détail, d'ailleurs, plus ou moins tout le monde sait. Moi, j'appelle ça un phénomène d'oligarchisation de nos sociétés. C'est-à-dire qu'en conséquence du développement du capitalisme financier globalisé, on a vu une augmentation exponentielle des inégalités. L'œuvre de Thomas Piketty est très claire là-dessus. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est un phénomène vraiment très spécifique de conséquences pour moi les politiques néolibérales. Et bon, ça veut dire que en fait, maintenant, il y a une fracture, un gouffre qui s'est établi dans nos sociétés entre, d'un côté, un petit groupe qui est chaque fois de plus en plus riche, et de l'autre côté, non seulement les classes populaires abandonnées, mais aussi, par exemple, un processus de paupérisation et précarisation des classes moyennes. Ça a des conséquences importantes que nous analyserons par la suite, parce que je crois que ça nous offre d'une certaine façon une possibilité intéressante de penser un autre type de construction du peuple. Mais ces deux éléments, donc au niveau politique, la pause politique, l'impossibilité pour les citoyens d'avoir véritablement une voix, et aussi les conséquences donc, de l'oligarchisation de notre société, ça veut dire que c'est vraiment l'abandon de la défense de l'égalité. Maintenant, d'ailleurs, je parle encore en référence à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Bon, évidemment, les choses sont en train de changer, heureusement, grâce à Jeremy Corbyn. Mais sinon, le parti laboriste n'utilisait jamais l'idée d'égalité, c'est le choix. Maintenant, on va donner plus de choix à ceux qui votent. Ils vont pouvoir choisir leur école, ils vont pouvoir choisir leur médecin. Donc, on va leur donner plus de choix. Mais l'idée même d'égalité, c'est quelque chose qui est conçu comme... Certains disent, mais c'est une catégorie zombie, l'égalité, parce que ça n'a plus de sens dans nos sociétés de parler d'égalité. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est en jeu dans ce que j'appelle la post-démocratie. Parce que si on accepte que ce qui est central à l'idée démocratique, c'est l'idée d'égalité et l'idée de souveraineté populaire, aujourd'hui, dans nos sociétés, ce sont précisément les valeurs qui ont été éliminées à cause de la prégnance, si vous voulez, de l'idée de la liberté, mais bien entendu au niveau néolibéral. Alors bon, je crois que, mais ça, on peut-être
plus tard examiner. C'est ça qui, à mon avis, a fait le terrain pour le développement du populisme de droite. Mais d'une façon plus générale, je dirais, aujourd'hui, nous nous trouvons, alors là, ça va peut-être susciter des réactions, dans un moment populiste. Dans un moment populiste, qu'est-ce que j'entends par là? Le moment populiste, c'est justement le besoin d'intervenir, d'avoir un mouvement pour rééquilibrer le rapport que je présentais comme étant central dans la démocratie pluraliste entre les valeurs de liberté et les valeurs d'égalité. Il est important d'avoir un mouvement qui rééquilibre, si vous voulez, qui remette la possibilité de cette lutte agonistique entre les valeurs de droite et les valeurs de gauche, qu'on n'en soit plus au centre-droit, centre-gauche, ce consensus au centre qui justement réduit la politique à n'être qu'en fait une affaire d'experts. Parce que si on accepte l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale, bon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de décisions politiques qui puissent être faites par rapport à quel genre de société est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on va l'organiser. Donc, tout ça, c'est disparu. Et les problèmes qu'on appelle encore politiques sont finalement réduits à des problèmes techniques. Comment est-ce qu'on veut mieux organiser ce qui est en fait un état de fait qu'on ne peut pas transformer. Et si les problèmes politiques sont des problèmes techniques, bien entendu, et les experts sont plus à même de résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est encore justement quelque chose qui retire la possibilité aux citoyens d'intervenir, d'avoir une voix. Je crois que ça c'est vraiment ça qui est caractéristique de notre société aujourd'hui. Et pour ça que je dis que nous vivons dans des sociétés post-démocratiques. Est-ce que tu partages ce constat, Jean-Luc, cette analyse? Écoute, je vérifie à mesure. Hein. J'entends. Bon, on commence par le commencement. On a dit qu'on répondrait à comment faire à la fin. Chantal a commencé à donner une indication à la fin. Ça fera la transition. Mais en prenant au début, que s'est-il passé? Il faut, pour répondre à la question, s'habituer à l'idée que tout a une histoire. Tout est mouvement. Et tout mouvement procède d'une contradiction interne. Le capitalisme, c'est un mot qui désigne plusieurs réalités dans le temps et dans l'histoire. Entre celui du 18e, 19e siècle et celui d'aujourd'hui, c'est deux formes complètement différentes de l'accumulation. Même si chaque étape contient les précédentes et intègre les contradictions de la précédente étape et cherche à les résoudre, souvent en aggravant les causes des crises. Le système capitaliste est par définition un système instable. Ça veut dire que depuis qu'il existe, il a multiplié les crises. Comme conséquence de la période contemporaine, le cycle des crises est de plus en plus court. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait une tous les 20 ans, puis ça a été tous les 10, puis tous les 5, et maintenant nous sommes dans ces logiques de à peu près tous les 5 ans, une crise majeure du système en tant que système d'accumulation, n'est-ce pas? La dernière que nous avons vécue immense est celle de 2008. La suivante, elle nous pend au nez, on ne sait pas où ça va craquer, et nécessairement ça doit craquer. La contradiction de départ du capitalisme, c'est que c'est toujours un régime de surproduction. Il produit toujours plus sur une base toujours plus étroite pour les consommer, ses productions. On met de côté la question écologique qui est maintenant devenue centrale, c'est qu'est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, et ainsi de suite. Mais on part de la contradiction centrale du système capitaliste. Il a élargi à chaque étape, par la manière de régler les problèmes, il a élargi les causes de la crise. Lorsque nous arrivons à la guerre de 1914, c'est déjà une crise de surproduction et de conquête des marchés entre différents secteurs du capitalisme qui s'affrontent. Le résultat va être qu'une partie de l'économie mondiale va progressivement échapper au capitalisme, et notamment toute la partie importante, la Russie puis le reste. Après la Deuxième Guerre mondiale, le marché capitaliste continue à se réduire. Parce que plus du tiers de l'humanité vit sous un régime où il n'y a pas d'accumulation capitaliste. Il y a autre chose, mais il n'y a pas d'accumulation capitaliste. Si bien que la réduction du marché le conduit à faire une évasion
dans une économie virtuelle et une accumulation virtuelle dont nous pouvons citer la date de départ. Nous pouvons dire quel jour ça a commencé. Le 15 août 1971, le président des États-Unis d'Amérique décide que le dollar, qui est le référent ultime de toutes les monnaies, n'aura plus de contrepartie matérielle. Or, la monnaie ne peut pas être autre chose qu'un équivalent entre deux valeurs matérielles. Et donc, à partir de là, les États-Unis d'Amérique se sont donnés, vous voyez, il y a une corrélation entre la puissance et le signe. Eh bien, les États-Unis d'Amérique vont faire fonctionner la planche à billets, symbolique, hein, dans des proportions inouïes, jamais vues dans l'histoire. Des milliards de dollars sont mis en circulation sans aucune contrepartie matérielle dans l'économie nord-américaine. Et ça tient pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde utilise cette monnaie pour ses échanges. Et deuxièmement, parce que vous avez intérêt à avoir cette monnaie dans votre coffre, pour la raison qu'elle est protégée par la première armée du monde, celle des États-Unis d'Amérique, qui, au bout du bout, sont capables d'en défendre la valeur, en tout cas, c'est ce qu'ils supposent. Voilà le phénomène central qui va expliquer la suite, parce que cette ultra-accumulation va permettre l'émergence d'une oligarchie extrêmement concentrée. Et, premier élément, donc là nous nous rejoignons sur l'émergence de cette catégorie, c'est-à-dire très peu de monde qui possède à peu près tout. Très peu d'entreprises financières possédant toutes les entreprises réelles. Et le capitalisme financier est financiarisé, soumettant tous les autres compartiments du capitalisme et des activités humaines à la norme de l'accumulation financière ultime, transformant tout en marchandises, tout en signes, tout en équivalent. Bref, ça c'est le processus que tu appelles oligarchisation, qui est un résultat historique, mais qui a comme conséquence un point qui pour nous est très important dans l'action politique, c'est ce que Smous-Ebadi avait appelé le retournement du monde. Autrefois, la société mondiale était une société internationale. Les nations se sont instituées au XVIIIe siècle, à la suite de la grande révolution de 89, les nations se constituent, et l'ordre international résulte d'une relation contractuelle entre des nations. Le capitalisme financiarisé retourne le monde. C'est-à-dire que la nation devient la prison des peuples, tandis que lui est libre de circuler d'un endroit à l'autre et d'opposer les peuples entre eux. Si bien que c'est un retournement de la démocratie qui a son origine dans le processus d'oligarchisation, pas seulement dans la volonté d'hégémonie des oligarques, je vais maintenant y venir, mais dans le mécanisme même qui produit l'oligarchie et qui va constituer cette énorme bulle financière qui représente 4000 fois chaque jour les échanges réels de marchandises. Hein. Ce sont des proportions absolument astronomiques. Le système bancaire contient une masse de signes sans contrepartie gigantesque. Et encore, c'est la partie qu'on voit qui passe à travers les banques. Et vous savez qu'on a établi des règlements pour que les banques soient moins aventurières. Et il y a aussi le shadow banking. Monsieur Juppé, c'est pas ce que c'est. C'est bien dommage parce que ça représente l'équivalent d'une année de PIB du monde entier. Le shadow banking, il n'est pas au courant. Bon. Ça montre que les oligarques et leurs castes ne sont pas non plus toujours au bon niveau de formation. Alors, donc, voilà la situation. Et elle a produit au moins deux conséquences. Le marxiste va dire les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Donc la classe dominante impose ces idées comme étant des idées d'évidence naturelles, répondant à des lois de la nature, voilà. C'est comme ça. Et vous en avez des épisodes constants de cette volonté que l'on va qualifier de totalitaire, en tordant un peu les mots, d'imposer une façon de voir. Il n'y a pas d'alternative, disait Madame Thatcher, c'est comme ça et pas autrement. Là, vous avez eu un manifeste d'économistes qui disent mais ce sont les vraies lois de l'économie. Et ce que vous racontez, c'est du négationnisme, hein, c'est-à-dire que vous êtes des fous. Parce que vous niez la réalité. La réalité, c'est telle qu'on vous la raconte. C'est un des modes de domination de la société que d'imposer une idée comme étant une idée évidente. Je vous rappelle que nous, qui sommes des vrais démocrates, jusqu'au bout, nous pensons qu'il n'y a aucune vérité qui surplombe la société. Hein. Aucune vérité. Il n'y a que des contradictions qui la mettent en mouvement. Bref, nous avons donc là les idées dominantes qui se sont imposées et qui fournissent le cadre, mais avec une nouveauté, c'est que le mode d'emploi, le consentement à l'autorité vient à travers toute notre vie quotidienne. Il n'y a pas d'espace, c'est pourquoi ce monde est un monde globalitaire. C'est un monde sans bord. C'est un monde dans lequel il est impossible de penser, d'agir autrement qu'à travers les valeurs dominantes de la classe dominante. Et ces valeurs nous sont injectées avec la totalité des objets que nous consommons. Le mode d'emploi d'un objet est notre mode de pensée.
Notre manière de vivre est entièrement structurée par des objets qui portent en eux des qualités particulières. Ils sont périssables, ils sont jetables, il faut sans cesse en changer, ils sont toujours démodés, etc., etc. Je ne veux pas entrer trop dans la description, mais c'est pour dire, ça vous colle. Et après, il y a une stratégie politique. La stratégie politique, ça va consister à mettre en place des cadres politiques dans lesquels l'économie est censée être un sujet non politique, parce que répondant à des lois de la nature. Ça, c'est l'ordolibéralisme. Et le système l'a d'abord testé en Afrique, où on a appliqué les premières politiques d'ajustement structurel. Ce sont ces politiques qu'on a transportées ensuite en Amérique latine, sous la houlette du FMI, qui ont détruit les sociétés latino-américaines. Et c'est elles qu'on a ramenées en Europe, sous la forme la plus achevée, les traités européens, le traité constitutionnel de 2005, le traité budgétaire depuis, etc. Donc ce ne sont pas des traités économiques ni budgétaires, ce sont des traités politiques qui affirment le primat de la domination du capital financier sur tous les compartiments de la vie. Et donc, en partant d'une base, jamais la démocratie ne doit revenir. On a réussi à l'éliminer, on a réussi à l'écarter, on a réussi à la contenir, hein, mais elle ne doit pas revenir. Comment procéder? D'abord, volons les mots. On nous a donc volé tous nos mots, de sorte que nous ne puissions plus penser. C'est le monde d'Orwell. Donc, on appelle gauche une politique de droite, on appelle une politique de paix faire la guerre, etc., etc., etc. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais tout le monde comprend l'idée. On nous a volé nos mots, on nous a volé nos symboles, et on nous a volé nos outils, on nous a volé nos représentations symboliques, pour nous empêcher de penser notre opposition. Et c'est pourquoi, quand Chantal dit « il y a un moment populiste », on a bien compris de quoi il s'agit, je suis entièrement d'accord avec elle. C'est que tout ce système fonctionne comme un rapt de la souveraineté. Vous vous rappelez que tout à l'heure, j'ai décrit la souveraineté comme l'acte élémentaire de fonctionnement de la société humaine. Peu importe quel est le pouvoir qui est souverain, mais c'est l'idée de la souveraineté qui commande la dynamique de la cohésion des sociétés. Le retournement du monde fait qu'il n'y a plus de souveraineté, ni des nations, ni des peuples qui les constituent, évidemment. Il n'y a que la souveraineté du capital. Et là, aujourd'hui, vous avez sous vos yeux une démonstration chimiquement pure de cette volonté d'officialiser cette domination. C'est notamment TAFTA, CETA, TISA, c'est-à-dire des traités dans lesquels il est dit que les multinationales qui sont dans les mains du capital financier n'obéissent plus à aucune loi. Vous pouvez voter les lois que vous voulez, enfin vous pouvez voter les lois que vous voulez, à condition qu'elles ne contrarient pas les investissements faits par le capital financier. Mais vous ne pouvez plus, ils ne relèvent plus d'aucune loi, au motif qu'ils sont multinationaux, ils ne relèvent plus d'aucune loi, d'aucune souveraineté autre qu'eux-mêmes. Ce sont des tribunaux d'arbitrage qui organisent la résolution des litiges entre puissants, car les puissants ne sont pas encore parvenus à éviter les litiges entre eux. Ils sont en proie aux mêmes démons qui habitent toute la société, la contradiction et la conflictualité. Le capitalisme est un régime meurtrier, non seulement pour ceux qui le pressurent, mais aussi pour ceux qui profitent. Tout le monde est tout le temps sur la bascule. Et les requins, ces pauvres bêtes ne se massacrent pas autant que les capitalistes, mais entre eux, si, c'est la vieille formule de Marx, hein, ce sont des expropriateurs mutuels. Voilà comment le mécanisme est mis en place. J'achève comment les partis sociaux-démocrates, je les nomme eux, parce que le plus souvent, et notamment depuis la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, le parti social-démocrate a été l'unique parti progressiste, il s'appelle eux-mêmes gouvernemental, ça me fait bien rire qu'à voir dans ce pays ce que ça donne, la gauche gouvernementale, elle gouverne rien du tout, même pas sa propre police. Bon, mais en l'occurrence, ces social-démocraties, d'où vient-elle? C'est un logiciel épuisé. Alors avant de parler des traîtres et des purs, hein, évidemment vous avez en cours de route des guignols qui comprennent la situation et de manière très opportuniste se coulent dedans. Vous avez un Blair, hein, vous avez un Schröder, qui sont réellement des gens corrompus au sens où ils adhèrent à un système avec enthousiasme et font devant vous la comédie de faire croire qu'ils sont de l'autre côté. Blair, Schröder, tout ça c'est contemporain. Papandreou, Zapatero, avant, c'est toute cette... Et dans notre pays, je le mets de côté parce qu'il n'y a jamais eu de social-démocratie en France et ça serait une autre conférence de savoir pourquoi, si jamais il y en a eu une, c'était le Parti communiste, parce qu'il était le grand parti de la classe ouvrière négociant avec un syndicat des avantages pour la classe ouvrière. Mais ce modèle, c'est celui de toute l'Europe du Nord, comprenez-le bien. C'est là que l'affaire s'est effondrée. Pourquoi ?
Parce que pour que la social-démocratie fonctionne, c'est soit le syndicat qui a créé le parti, soit le parti qui a créé le syndicat, et elle négocie avec le patronat, forcément qu'elle a sous la main, celui avec qui elle peut avoir un rapport de force, des avantages pour les travailleurs. Mais quand le patronat est sous la main du capital transnationalisé, eh bien, le système s'interrompt. Pourquoi? C'est très concret. Prenons l'exemple du Danemark. Si vous êtes syndicaliste, vous, quand un accord est signé entre votre syndicat et votre patron, qui lui-même appartient à un syndicat, vous bénéficiez de l'avantage qui a été signé. C'est clair, c'est pas comme en France. En France, vous êtes syndiqué ou vous n'êtes pas syndiqué, tout le monde bénéficie du résultat de la négociation. Là, non, c'est seulement ceux qui sont syndiqués. Imaginez-vous le jour où, en face, le syndicat discute avec le patron, et le patron, c'est plus le patron à l'ancienne. C'est plus le patron lié à la banque du coin en Allemagne. C'est Schröder qui a coupé le lien entre la banque et les entreprises, en permettant aux banques de vendre les titres des entreprises sans surtaxe, ce qui était le cas avant. Ok? C'est par une mesure très concrète. Donc, vous arrivez, vous trouvez devant quelqu'un qui dit « Écoutez, moi je m'en fous de ce que vous racontez, je signe rien, parce que je suis l'homme d'un fonds de pension, et mon fonds de pension, il ne signe pas avec vous qu'on diminue ses revenus. Voilà, donc voilà, je ne signe pas. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil et on s'en va. » Résultat, les travailleurs danois, qui étaient autrefois à 90% couverts par des conventions signées entre le syndicat et le patronat danois, sont à peine 20% maintenant. Donc la social-démocratie s'est effondrée parce que sa base matérielle s'est effondrée, qui était sa relation antagonique, organisée avec le patronat, qui lui a glissé entre les doigts depuis que le capital financier s'est transnationalisé et que les fonds de pension et les gros fonds financiers font la loi dans l'économie réelle. Voilà la conséquence concrète. Alors après, le deuxième tour, je finis juste là-dessus, c'est fini, mais voilà pourquoi ces gens se comportent de cette manière. Comme ils ne savent plus quoi faire, eh ben ils font la seule chose qu'ils ont toujours fait. Ils pensent qu'en mettant du charbon dans la locomotive capitaliste, du moment qu'elle avance, il tombera quelque chose sur les prolétaires. Mais non, il ne tombera plus jamais rien de l'avancée du capitalisme parce qu'il est devenu totalement prédateur et tributaire. Il me semble que, oui, bon, il me semble que, bon, je suis d'accord, hein, mais il me semble que moi, je serais plus critique, enfin, je crois que la responsabilité des partis sociaux-démocrates, la façon dont tu le présentes, donne un peu l'impression que finalement, ils n'avaient pas c'est eux qui n'avaient pas d'alternative, parce que le capital, mais je crois qu'ils ont tout de même été complices. Tu vois, moi, je serais plus critique dans ça. C'est pas simplement qu'ils ont perdu leur base, ils n'ont plus fait. Non, ils ont participé à ça. Par exemple, moi, ce qui pour moi était vraiment déterminant, parce que, bon, je reconnais que quand j'ai écrit l'illusion du consensus, parce que, bon, Christophe dit mon dernier livre publié en français, parce qu'il a été publié il y a 10 ans, ce livre, en Grande-Bretagne. À ce moment-là, bon, donc en 2005, à ce moment-là, j'avais encore un peu l'illusion que peut-être les partis sociaux-démocrates allaient pouvoir retrouver une identité de gauche, mais avec la façon dont ils se sont conduits devant la crise de 2008, alors là, ça m'a vraiment fait perdre toutes les possibilités, toutes les illusions que j'avais, parce que, en fait, s'ils avaient, mais ça aurait dû dire qu'ils auraient dû être, disons, des partis différents. Mais il y avait une possibilité à ce moment-là, rappelez-vous tous, jusqu'à ce moment-là, l'État s'était toujours démonisé. Non. Et puis tout à coup, là, non, l'État, on appelait l'État à la rescousse. L'État, ils auraient pu faire ce qu'a fait Franklin Roosevelt aux États-Unis. Il était évidemment poussé aussi, il faut le dire, par les mouvements. Il ne faut pas voir que c'est pas quelqu'un simplement qui a pris la décision, mais il y avait des mouvements très forts qui l'ont poussé à intervenir avec l'État pour justement avoir des politiques de redistribution de plus fort, pour redonner un rôle progressiste à l'État. Mais les partis sociaux-démocrates n'ont même pas essayé de faire ça ici en Europe. Ils ont accepté, oui, d'intervenir, mais pour sauver les banques. Donc, alors là, c'était évident qu'ils n'ont pas. Pour moi, je suis vraiment beaucoup plus critique par rapport à leur responsabilité, parce ils auraient pu à ce moment-là profiter de cette possibilité. Mais non seulement, donc, ils ont intervenu pour sauver de l'argent, mais puis après, ils ont accepté finalement toutes les politiques austéritaires qui ont été de la droite.
Donc là, il était évident que, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai compris à ce moment-là qu'il n'y avait aucun espoir que ces partis retrouvent jamais une identité plus à gauche. Ils avaient été trop liés au développement. Et, en fait, dans beaucoup de pays, pas mal de politiques, disons, d'austérité, de privatisation ont été faites par les partis sociaux-démocrates. Hein, je veux dire, ils ont été, disons, je dirais plutôt, je crois que c'est peut-être, ils ont été plus actifs dans ce procès que tu ne le donnes à penser quand tu insistes sur les conditions économiques dans lesquelles ils étaient, qu'ils ont été un peu, si tu veux, prisonniers. Mais je crois qu'ils ont très actifs dans ce procès. Moi, j'arrive à la même conclusion que toi, mais j'essaye de démontrer, j'essaye de sortir. Bon, c'est un monde que peut-être tu approches moi, mais dans nos milieux de gauche, j'estime que souvent, intellectuellement, on ne fait pas d'efforts. Bon, alors voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que machin est un traître. Bon, ben, finissons-en avec les traîtres et le socialisme sera sauvé. Bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça. Comment des individus sensés et intelligents sont conduits à prendre des décisions de cette nature? C'est ça qui m'a intéressé. J'ai été membre d'un parti socialiste pendant 30 ans, donc j'ai pu voir de l'intérieur une organisation qui a nationalisé toutes les banques de mon pays finir à la fin par exactement le contraire. Et ceci en l'espace d'une vie humaine. 1981, toutes les banques sont nationalisées. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui et grâce à qui et qui l'a fait. Bon, donc je te rejoins. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé et pourquoi des gens se sont sentis quasiment libres de le faire. Bien sûr que le temps passant, les organisations politiques, comme toutes les autres organisations humaines, sélectionnent leur personnel politique. Et on peut dire qu'on connaît les mécanismes de sélection. Ce n'est pas les grandes écoles. Si vous croyez ça, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez la technique qui consiste à étouffer la voix de celui qui n'est pas d'accord, ou de celle qui n'est pas d'accord, et puis de sélectionner une élite par des mécanismes qui, des fois, sont d'une brutalité incroyable. Par exemple, comment François Hollande, qui est le dernier dans les sondages précédant la primaire des socialistes, la première position est à M. Strauss-Kahn, la deuxième position est à Mme Aubry, lui il est le dernier à 3%, M. Strauss-Kahn a les aventures que vous connaissez, et la semaine qui suit, ce n'est pas Mme Aubry qui prend la première place après que le premier ait été éliminé, c'est le dernier, grâce à un sondage, ça tombe bien, qui indique à tout le monde qui est le mieux placé pour gagner. Voilà. Donc les méthodes sont de cette sorte. Mais après, il y a des méthodes plus sophistiquées. Young Leaders, par exemple. Les États-Unis d'Amérique sont là et repèrent les Young Leaders. Vous êtes élus, vous êtes jeunes, vous arrivez. Eh bien, aussitôt, on vous propose de faire un grand voyage aux États-Unis pour vous voyez ce que vous voulez, hein. Mais après, ça crée des liens, on s'entend, on se parle, etc. Young Leaders, rappelez-vous de ce truc. Bon, et ainsi de suite. Il y a des dizaines de mécanismes que j'appelle des mécanismes de corruption, mais pas au sens où on achète les gens. Quoique, à certains moments, on les achète, on les paye, on leur donne de l'argent. Alors, comment ça se passe? C'est pas avec une mallette dans un recoin. C'est on vient voir, on parle. Vous voulez pas faire une conférence? Par exemple, comment a-t-on essayé, moi, de me corrompre? Bien sûr qu'on a essayé de me corrompre. On est venu me dire, mais monsieur Mélenchon, ce que vous dites pour la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie nous intéresse beaucoup. Nous voudrions aider les tribus Kanak à affirmer leur culture, mais nous ne savons pas à qui donner l'argent. Est-ce que vous accepteriez de vous en occuper? Bon, alors vous savez que j'ai tous les défauts du monde, plus le fait d'être patriote. Donc j'ai commencé par dire le contraire de ce que je pensais. J'ai dit quoi? Quelle colonisation? La France ne colonise personne, bien sûr que si. Mais bon, j'allais pas dire à cet homme pourquoi je ne voulais pas de son argent. Je lui dis, parce que c'est dangereux de leur dire non. J'ai dit, écoutez, bon, je ne vois pas à qui je pourrais donner ça parce qu'il y a besoin de rien. Et puis, j'ai dit, ah, ça me revient. Bien sûr, en Australie, les aborigènes, ils sont très malheureux. Si vous voulez, je veux bien aller leur porter l'argent que vous voulez leur donner. Bon, l'autre a compris, je me foutais de sa gueule, et c'est comme ça que c'est terminé. Mais j'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles comment on achète les gens et comment on les implique dans des circuits. Hein, vous ne voulez pas faire une conférence? On m'a proposé ça 100 fois. Vous arrivez, c'est mercredi, ben c'est jeudi la conférence. Vous pouvez rester jusqu'à dimanche si vous voulez, on s'occupe de tout. Voilà comment ça se passe. Et comme ça, une sorte de, ce que tu as décrit, quand toi et moi nous décrivons l'oligarchie n'y arriverait pas sans la caste. Et la caste, c'est un personnel politique recruté par des méthodes de cette nature, plus un système médiacratique dont on ne parle pas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, qui est la deuxième peau du système, qui est là pour mettre en scène continuellement l'évidence et vous rappeler qui sont les bons et les méchants, qui est-ce qui est bien et pas bien, et surtout appliquer la technique essentielle de l'invisibilisation. C'est-à-dire,
l'adversaire idéologique doit disparaître. Et ça vous donne un Bernie Sanders gommé de la scène aux États-Unis, mais alors avec les zélés griots en Europe, ça donnait que la primaire était déjà finie dans le journal Libération, pour ne citer que celui-là, à condition qu'on considère que c'est un journal, et dans d'autres, parce qu'ils disaient, c'est réglé, c'est Clinton-Trump. Non! C'est passé à 2 doigts que ce soit Bernie Sanders qui remportait des victoires extraordinaires, mais il avait été invisibilisé. Ou bien, quand on n'invisibilise pas, on attribue une personnalité politique à l'opposant qui ne correspond à rien de ce qu'il est réellement, mais qui l'oblige à passer son temps à se disculper. Alors, je suis un exemple de ça, je suis un poutinien, il paraît. Donc, je passe mon temps à expliquer que, mais non, je n'ai rien à voir avec Poutine. Du coup, on dit, ah, vous voyez bien qu'il y a un problème avec Poutine, puisque même vous voulez rien avoir avec lui. Et donc, de cette manière, ils vous entraînent dans leur propre mécanique à diabolisation et à invisibilisation. Donc, pour les sociodémocrates, naturellement, ce personnel qu'ils ont recruté, je vais terminer là-dessus, plus le temps passe, et plus de génération en génération, les premiers étaient des syndicalistes, étaient des gens qui menaient des luttes dans la société, et puis ça vous finit par des poulets d'élevage, c'est-à-dire des bêtes qui n'ont jamais une seule fois de leur vie été chercher, picorer dans la prairie pour trouver le petit ver ou la graine qui traîne pour s'en nourrir. Ils ont toujours été installés devant des batteries, quoi, et puis là ils mangent ce qu'il y a là. Je dis poulets d'élevage pour montrer le fait que ces gens sont totalement domestiqués, et il faut le dire, sont des gens intelligents, cultivés, qui ne se sentent pas traîtres. Jamais ils se disent « Ah, je me lève le matin, comment vais-je trahir la classe ouvrière ?» Non, ils pensent qu'ils professent la vérité, l'évidence, que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et d'ailleurs, ce pauvre Mélenchon est fou, la preuve, il discute avec Madame Mouffe, qui elle-même, pas très claire, et ainsi de suite. Nous sommes tous des fous à leurs yeux. Nous sommes des dérangés, des exagérés. Jean-Luc, je crois qu'il est temps qu'on passe à la deuxième partie de la question. Sinon, on n'aura pas le temps de terminer d'autres. Bon. Christophe nous avait demandé. Tu pas dans le micro. Tu l'avais déjà dit. Donc Christophe nous a demandé comment est-on arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter. Bon, je crois pour en sortir. Pour lutter contre, c'est ça que je voulais dire, pour en sortir, enfin, bon, oui, pour en sortir, enfin, pour lutter contre la post-démocratie. Bon, je suis contente que tu sois tombé d'accord sur ma formulation que nous sommes dans un moment populiste. Donc, par là, j'entends, et je crois que c'est ce que tu voulais dire aussi, qu'il y a justement la nécessité de rétablir l'équilibre, de redonner la voix au peuple. Donc, mais alors là, maintenant, on va peut-être entrer dans un terrain où on ne va pas être tout à fait d'accord, et je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas trop aimer ce que je vais dire ici, parce que je crois que pour comprendre comment on peut lutter et s'opposer, parce qu'en fait, on parlait de moment populiste, oui. Sauf que malheureusement, ce moment populiste, jusqu'ici, il a été occupé par le populisme de droite. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça doit être uniquement le populisme de droite. Parce qu'au fond, quand je parle de moment populiste, ce que je veux dire, c'est qu'il est nécessaire de lutter contre la post-politique et contre l'oligarchisation. Donc, il faut faire un mouvement populaire pour lutter contre ça. Eh bien, malheureusement, sauf quelques exceptions, on voit que là, sur ce terrain-là, la droite populiste occupe le terrain beaucoup plus que ce qui serait une réponse de gauche. Mais, et là, c'est là où je crois que, tout le monde ne va pas être d'accord, je crois que pour vraiment comprendre comment on peut intervenir pour empêcher que ces mouvements continuent à avoir du succès et aussi empêcher, disons, là où ils ne sont pas encore importants qu'ils naissent, il faut reconnaître que à l'origine, les demandes que ces mouvements articulent de façon, pour dire, pervertie, sont vraiment des demandes démocratiques. Je crois que là justement, ce sont des formes de réaction contre la pause politique et contre la pause de démocratie. Et c'est le fait qu'il n'y a pas de discours alternatif qui donne la possibilité de donner des réponses progressistes à ces demandes qui fait que, en fait, ce sont les partis populistes de droite qui sont ceux qui se développent. Parce qu'il est évident
que, et ça c'est le cas en France, mais c'est le cas un peu partout, il y a des secteurs entiers de la population, des classes populaires qui ont été abandonnés par les partis sociaux-démocrates. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la responsabilité de ces partis. Et ces secteurs populaires, ce sont en général évidemment les perdants de la globalisation. Ce sont les ouvriers qui ont perdu leur travail ou bien qui ont peur parce qu'ils vont le perdre. Et tous ceux qui finalement ne correspondent pas à cette idée de globalisation heureuse, ceux qui se trouvent de la globalisation, et dans la mesure où évidemment les partis sociaux-démocrates, qui sont en fait ceux qui devraient justement s'intéresser et fournir un discours à ces classes populaires, ne veulent pas en entendre parler parce que ça met en question leur idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Ils offrent, et je crois que pour moi en tout cas, c'est vrai que c'est difficile en tant qu'étrangère de parler de la situation française, mais il me semble qu'il est évident que le succès de Marine Le Pen vient du fait qu'elle offre à toute une série de secteurs populaires abandonnée par les socialistes. Elle dit, il y a des alternatives. Moi, je vais vous offrir une alternative. Je vais parler en votre nom. Donc, et elle articule évidemment la réponse qu'elle donne, c'est-à-dire, et là tu faisais référence à ça d'une certaine façon, c'est-à-dire elle ethnicise les problèmes sociaux, mais par exemple pour des classes populaires, des ouvriers qui se trouvent, disons, au chômage ou qui ont peur de tomber dans le chômage et pour lequel il n'y a aucun discours du Parti socialiste, venir leur dire, mais vous savez, le problème, ce sont les immigrés, c'est à cause des immigrés que vous êtes dans cette situation. Ben, s'il n'y a pas de discours qui leur dit, non, c'est pas les immigrés, ce sont les grandes entreprises transnationales, ben, s'il n'y a que ce discours-là qui est, disons, possible pour ça, ils sont d'une certaine façon voués un peu à devenir des supporters du Front National. Donc c'est pour ça je crois que derrière, parce que il me semble que la façon la pire, et ça je trouve ça vraiment criminel d'une certaine façon, de réagir contre ça, c'est de dire, ça, ce sont ces ouvriers-là, ce sont des racistes, ce sont des attardés, ils ne comprennent pas le problème de la modernisation. Et aussi, par exemple, de cette façon de condamner ces partis de condamnation morale. Et c'est en général, bon, ça c'est partout, c'est pas uniquement en France, c'est un peu partout, je le constate. La social-démocratie face à la montée des partis populistes de droite, on dit, non, on connaît le système, ça c'est le retour du fascisme, oui, c'est l'extrême droite. Je n'aime pas cette catégorie d'extrême droite parce que je trouve que c'est une façon de ne pas vraiment essayer d'analyser qu'est-ce qui est en jeu là-bas. Oui, l'extrême droite, on sait. Mais non, il faut essayer de comprendre pourquoi tous ces gens sont attirés par ces partis populistes de droite. Parce que c'est uniquement à partir de ça qu'on va pouvoir comprendre que ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à ces catégories et leur offrir un autre discours, donner une formulation progressiste à leur demande. Pas simplement dire, vous êtes des racistes, vous êtes des attardés. Non, il faut vraiment, et pour moi, justement, un élément important, c'est pour ça que je dis, ça c'est une chose à laquelle je crois vraiment, la seule façon de lutter contre le populisme de droite, c'est de développer un populisme de gauche, c'est-à-dire entendre justement le cri de détresse de ces secteurs, politiser leur douleur, d'une façon progressiste, organiser le rage d'une façon progressiste. En fait, je suis déjà en train de faire référence à il y a trois qui sont des thèmes de Podemos qui disent politisar el dolor, organizar la rabia et le troisième politisar el deseo. Donc politiser la douleur, organiser la rage et politiser le désir. Et là c'est l'autre élément, je crois qu'on est d'accord là-dessus, parce qu'on en avait déjà parlé à Buenos Aires. Ce qui est important pour comprendre comment on peut faire ça, c'est d'accepter la place fondamentale que les affects jouent en politique. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, en général, les partis de gauche ne comprennent pas.
les partis de gauche sont complètement rationalistes. Ils pensent que, ah non, les affects, ça c'est uniquement la droite qui mobilise les affects. Nous, on doit donner des statistiques, nous, on doit donner des arguments. Par exemple, j'ai assisté à pas mal de réunions où on discutait le problème des réfugiés. Ah non, mais en fait, ils ne sont pas au courant des véritables statistiques. Il y a beaucoup moins de réfugiés. Il faut leur donner les faits. Et ils comprendront. Ils comprennent pas. Ou alors on vous dit que la façon de lutter contre le racisme, c'est de faire comprendre aux gens que la science a montré qu'il n'y avait pas de race. Donc comment est-ce que vous pouvez être raciste s'il n'y a pas de race? Donc ça c'est vraiment, vous riez, mais je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui est courant dans les partis de gauche. Dire non, nous il faut donner des arguments. Tout ce qui a à voir avec la mobilisation des affects, c'est quelque chose qui non, c'est pas pour nous. Bon, alors bien entendu, on laisse tout ce champ au parti populiste de droite, parce qu'eux savent très bien comment mobiliser les affects. Et ils savent très bien construire un peu, parce qu'au fond, la construction d'un nous, ça a à voir principalement avec la cristallisation d'affects communs. C'est pas quelque chose qui se fait. On ne construit pas un nous sur la base de faire donner des statistiques, on construit un nous par ce que j'appelle la mobilisation des passions. Et les passions, c'est exactement ce que j'entends par des affects communs. Quelque chose qui pousse les gens, qui conduit les gens à se reconnaître, à créer une identité collective. Et ça, c'est absolument fondamental. Si on veut pouvoir justement créer un autre nous, parce que je crois que bon, c'est là où je crois qu'il y a peut-être déjà, à mon avis, il faut reconnaître que, eh bien, ces partis populistes de droite, en général, ils ont été capables de créer un peuple, de créer un nous. Un nous, évidemment, qui n'est pas un nous qu'on peut accepter, c'est pas un nous progressiste, c'est un nous qui, en fait, réduit la démocratie plutôt que de l'élargir. Là, c'est une grande différence, par exemple, je crois, entre le populisme de droite et le populisme de gauche. C'est justement de montrer que il faut défendre, rétablir la démocratie, mais pour l'élargir, pour l'approfondir, pas pour la diminuer. Et une des différences fondamentales, je crois que ça a aussi à voir avec la question de l'égalité. Parce que, par exemple, comme je le disais, les deux éléments fondamentaux, à mon avis, de l'idéal démocratique, c'est égalité et souveraineté populaire. Bon, moi, je crois que l'élément de rétablissement de souveraineté populaire, on le trouve dans les partis populistes de droite. Et c'est ça qui fait leur succès. Parce qu'ils donnent aux gens l'impression qu'ils leur donnent la possibilité de s'exprimer. Mais ce qui manque, c'est l'élément d'égalité. Là, ce ne sont pas du tout c'est au contraire. Plutôt, on va rétablir la souveraineté, mais uniquement pour les nationaux. Donc là, il y a un enjeu, je crois, important pour penser le populisme de gauche. Il faut rétablir, donner aux gens la possibilité, justement, d'avoir des choix, de voir qu'il y a des alternatives. Donc, l'élément de souveraineté populaire, mais aussi, évidemment, toujours en fonction de défense de l'idée de l'égalité. Et j'insiste et je termine là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose d'absolument essentiel. Tout ça ne peut se faire qu'à travers de la mobilisation des passions. Il faut justement mobiliser toutes ces passions vers des issues progressistes, vers par exemple des valeurs comme la justice sociale, comme l'égalité. En fait, ce sont parce que ces passions, elles sont malléables, elles peuvent être orientées d'une façon qui va justement conduire à restreindre la démocratie, mais elles peuvent aussi être mobilisées pour une extension de la démocratie. Et pour moi, la tâche fondamentale d'un populisme de gauche, c'est précisément de mobiliser, de créer un autre peuple, un peuple qui ne va pas avoir comme eux les immigrés, mais va avoir comme eux, comme adversaires, les grandes forces de la globalisation néolibérale. Et ça, c'est pourquoi je crois que le moment populiste, il a besoin justement qu'il y ait la possibilité de donner une autre réponse à ce qui est ce besoin d'avoir une voix que l'on trouve de plus en plus dans nos sociétés. Jean-Luc, est-ce que le Front National a, lui, déjà réussi à créer un peuple ? Je finis par m'y perdre. Je vais répondre non. Et oui, parce que il a réussi à créer un électorat, mais
d'abord, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes propres idées pour répondre à la question comme tu la formules, qui n'est pas ma manière de le poser, parce que je pense qu'il n'y a pas de malentendu dans le vote Front National. Il y a une racine qui nous intéresse, qui est la volonté des gens de contrôler leur vie. Et il y a une erreur sur l'évaluation des raisons pour lesquelles leur vie leur a échappé. Bon. La racine qui nous intéresse, qui est commune, c'est pourquoi je dis il y a un moment, je veux bien dire un moment populiste, moi j'ai appelé ça la révolution citoyenne, mais je vais y venir. Mais posons ça. Je vais faire ma réponse à moi. C'est-à-dire je me situe comme un homme politique engagé au milieu d'autres militants. Il y en a quelques-uns ici. La première tâche, c'est d'avoir des idées claires. Nous. Parce que si nous voulons construire ou proposer une nouvelle construction intellectuelle et affective, il faut déjà qu'on sache, nous, où on en est. Si on pense que, au fond, nous n'avons affaire qu'à répéter les doctrines de nos anciens et à réciter notre catéchisme, parce que la proclamation de la vérité suffirait à faire que s'écroulent devant nous toutes les barrières, on se trompe. Donc déjà, si nous ne comprenons pas ce qui a changé et quels sont les moteurs de l'histoire, on ne peut rien comprendre. Pour quelle raison le capitalisme est-il devenu comme ça? Qu'est-ce que le peuple? Où est-il né? En quoi la théorie de la révolution citoyenne est celle qui répond à la période politique? Pourquoi nous allons au-devant d'une catastrophe écologique gigantesque qui va mettre tout le monde au pied du mur, de savoir si c'est tous ensemble qu'on s'en sort ou chacun pour soi, ce qui va donc nous ramener à des fondamentaux de la latéralisation politique. Mais observons que l'ancienne latéralisation politique ne fonctionne pas, elle empêche de penser. Si vous pensez en termes droite-gauche dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la droite et la gauche, et il y a un instant, j'ai rappelé sa racine historique, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le commun des mortels. Dans le commun des mortels, et d'ailleurs la télé le rappelle tous les jours, et la radio le rappelle tous les jours. La gauche, c'est M. Hollande. Alors comment voulez-vous arriver à penser une latéralisation si on vous appelle gauche, quelque chose qui n'a rien à voir avec la gauche? Clairement, ça empêche de penser. Donc, nous sommes devant cet obstacle. Mais nous, déjà, avoir des idées claires, et une théorie claire, et une méthode de pensée claire, jusqu'à arriver au point où, quand Chantal Mouffe dit « c'est à nous de construire des affects et de leur propriété », il faut, à ce moment-là, pas faire 3 sauts périlleux arrière, va des rétro Satanas, quelle horreur, de quoi vous nous parlez, Madame Mouffe, Monsieur Mélenchon, tout ça c'est des passions que personne ne va maîtriser, nous sommes le camp de la raison, etc. etc. Bon. Alors, donc, disons bien quel est l'enjeu. C'est là que moi j'ai rejoint complètement le discours d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. C'est le peuple, en tant que catégorie politique, est une autoconstruction. Le processus d'autoconstruction nous intéresse. De quoi est-il fait? Il est fait d'idées, d'affects et d'objectifs. Les objectifs, c'est le programme qui y répond. Les affects, c'est l'esthétisation de nos valeurs, que je me suis risqué à faire dans nos meetings. Vous savez bien, où je lis des poèmes, je lis du Victor Hugo, des fois on joue de la musique, et tout ça a à voir avec nos idées. Nous esthétisons les valeurs qui sont celles de la gauche, à notre avis, c'est-à-dire la tendresse, l'amour, la fraternité, le partage, l'attention aux plus faibles, la volonté acharnée d'égalité, non pas comme un principe abstrait, mais comme une réalité humaine. Et le troisième élément, je répondais à la question, qui êtes-vous? La madame Le Pen, elle répond, vous êtes des blancs catholiques. Oui, mais elle construit un peuple, J'y viens, je suis d'accord. Non, mais c'est important, ça. Oui, ben d'accord, c'est important, mais c'est elle qui va perdre. Elle construit un peuple. Oui, mais attends, laisse-moi finir de répondre. Je ne suis pas, moi, dans la position d'un observateur. Je suis dans la position d'un acteur. Mon rôle n'est pas de venir dire aux gens, écoutez, je vais vous expliquer ce qu'est Madame Le Pen. Ce n'est pas la peine de faire des réunions. Il s'agit de construire. Donc, elle vous dit que vous êtes des blancs chrétiens. Moi, je vous réponds, vous êtes les enfants des Lumières. Comme je n'arrivais à rien, j'ai donc provoqué la conflictualité. Qu'est-ce que les Lumières? Robespierre. Ah, quelle horreur, tout le monde crie. Et à ce moment-là, tout le monde réfléchit. Pourquoi Robespierre? Pourquoi la Grande Révolution? Et on s'aperçoit à ce moment-là que depuis 20 ans a été déconstruite l'hégémonie culturelle basique du peuple français, qui est l'adhésion à la Grande Révolution de 89, perçue comme le moment où on abolit les privilèges, on établit l'égalité, même si ce n'est pas vrai puisque les femmes ne votaient pas à cette époque-là, mais en tout cas, le principe révolutionnaire d'égalité a été affirmé et devient l'identité collective des Français. Ça a été gommé à travers toutes sortes de manifestations culturelles qui ont mis en scène le roi, la reine, leurs amis, tout ça, bon, et la révolution des barbares sauvages abominables. Donc, cette reconstruction culturelle fait partie du projet. Si vous m'entendez parler si souvent de la Grande Révolution, c'est pas que j'en sois obsédé à titre personnel, c'est parce que j'estime que c'est un élément qui est un enjeu de la perception du nous. Qui sommes-nous? Sinon, nous sommes ce qu'elle dit, elle.
Madame Le Pen. Alors, c'est là que je viens sur des choses. Il n'y a rien, là je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas d'autre enjeu que la conscience. Et la conscience, en tant que phénomène purement rationnel, ça n'existe pas. La conscience est un mélange de raison et d'affect. Et donc, une bataille qui nie la place des affects est une bataille qui n'est pas menée. C'est une bataille qui est abandonnée et où on suppose que les êtres humains sont des êtres de ce qu'on appelle raison, mais qui ne l'est pas dès lors qu'on en met de côté la culture, la musique, la poésie, l'amour et les identifiants collectifs. Nous avons donc besoin de héros. Nous avons besoin de nous approprier une histoire. Et vous voyez comme le débat est difficile, peut-être que tu as raté cet épisode, mais moi j'avais essayé de toutes les manières possibles de ramener la révolution de 89 dans le débat, et tout d'un coup, coucou surprise, magnifique découverte, M. Sarkozy dit que nos ancêtres sont les Gaulois. C'est trop beau. Donc j'arrive et je dis, ah ben si vous voulez, vous, que les ancêtres sont des Gaulois, c'est donc une vision ethnique de la France. Moi j'en ai une autre à vous proposer, je pense que c'est la Révolution. Qu'est-ce qui est retenu? Pas ce que j'ai dit de la Révolution, surtout pas. Nos ancêtres sont les sans-culottes, vous imaginez ça? Comme titre, c'est abominable. Ça a été, ah ben Mélenchon dit que Sarkozy a raison de parler de ça. Donc il est complice. Et donc, nos propres amis nous ont coupé les mains au moment où on attrapait le pompon pour faire réfléchir et pour donner à confronter deux histoires de France. Car l'histoire est une science, bien sûr, et comme telle, la politique n'a rien à faire dans la science. Donc les historiens ont des droits qui sont les droits des scientifiques. Mais comme politique, c'est notre devoir de nous approprier un récit. Et d'ailleurs, ceux qui me combattaient disaient « Ah ben Mélenchon raconte ce qu'il veut, moi mon histoire c'est plutôt la commune. » Ben donc tu as une histoire. C'est exactement ce que vient de dire Chantal. Si nous ne pouvons pas nous identifier à des mythes collectifs, nous ne pouvons pas nous construire comme personne. Nous le faisons dans notre famille, tous. Mon grand-père faisait ceci, ma grand-mère, elle était formidable parce qu'elle a fait ça. Eh bien, il y a un récit collectif. Donc, à s'approprier ce récit a une grande importance, surtout quand on est en France, puisqu'on a la chance d'être à l'endroit où il y a eu cette histoire qui s'appelle la Révolution de 89. Maintenant, je viens à la dynamique des idées, Chantal. C'est là que c'est très important, parce que ce que tu pointes, évidemment, on a retourné 100 fois le problème. Mais la vérité vraie, c'est que comme c'est la conscience qui est l'enjeu, parlons-en des prolétaires qui votent Front National. Mais alors parlons-en sérieusement, c'est-à-dire en examinant les bureaux de vote et en regardant, que se passe-t-il? Le vote ouvrier ultra majoritaire, c'est l'abstention. C'est-à-dire que 60 à 70% des travailleurs ne votent pas, parce qu'ils considèrent que la scène politique est une escroquerie globale. Et restent donc ceux qui votent. Mais ceux qui votent, ils ont une histoire, eux aussi, collective. Lorsque nous étions au sommet de notre gloire, au programme commun, 70% des travailleurs qui votaient à 80%. 70% votaient programme commun. Ça veut dire qu'il y en a 30% qui étaient assez bêtes pour ne pas voter programme commun. À l'époque où tous leurs copains autour d'eux votaient programme commun. Eh bien, ceux-là, ils avaient un enracinement quoi? Pas social, puisque c'est les mêmes prolos, dans les mêmes usines. C'était quoi leur enracinement? Ce que vient de dire Chantal, ils appartenaient à un peuple particulier, le peuple catholique réactionnaire anticommuniste, ou le peuple anticommuniste. Ils s'étaient constitués une identité collective. Ceux-là, ils n'ont pas désarmé, puisque leur chef les entraîne. Puisque leur chef leur dit, voyez bien, on a toujours eu raison d'être comme ça. Donc, eux, ils sont en dynamique. Ils ont ramassé le petit bout des hésitants, parce que c'est les hésitants l'enjeu. Il faut les amener de notre côté. Ils les ont ramassés. Ils ont donc ramassé le 40% de ceux qui votent. Et alors, évidemment, ils paraissent immenses et innombrables. La question qui se pose à nous, c'est autant de démonter ce qu'ils croient que se demander comment mobiliser les autres. C'est les autres l'enjeu, ceux qui ne veulent plus aller voter, et qui se sont en quelque sorte le peuple qui s'est mis en congé de lui-même. Ils ne votent plus, donc ils ne sont plus politisés. C'est pour ça qu'à la question « que faire ?», la réponse stratégique révolutionnaire, c'est le peuple, la renaissance du peuple, ce que dit Chantal, le moment populiste. Il s'agit de construire le peuple en tant qu'entité politique. Comment le faire? Il y a un argument stratégique central, nourri de la volonté qu'on vient de décrire des aspirations sociales. C'est la constituante. Parce que le process d'assemblée constituante met le peuple en situation de se définir politiquement. Quel droit nous nous reconnaissons les uns aux autres. C'est ça qu'il y a dans une constitution. C'est ça la leçon que nous tirons de l'Amérique latine chaviste et coréiste. C'est ça la leçon essentielle. Parce que pour le reste, les limites, on les a vues. C'est que ni le chavisme, ni les autres camarades n'ont été capables de construire le peuple suivant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as arraché des millions de gens à l'extrême pauvreté et que tu les as installés en classe moyenne, sans révolution culturelle, sans objectif écologique commun, ils se comportent comme une classe moyenne habituelle, c'est-à-dire qu'ils veulent se définir par des consommations ostentatoires.
Et donc, il présente une exigence consumériste qui détruit de l'intérieur la révolution, parce que si on a fait tout ça pour acheter des 4x4 et se faire des opérations de chirurgie esthétique, franchement, on reste chez nous. Hein, c'est pas le sujet. Donc, c'est ça les enjeux. C'est là qu'on se retrouve. Moi, j'en suis 1 million de fois d'accord. Nous avons une reconstruction globale à faire. Pas simplement avoir un bon programme, on l'a. Mais c'est les valeurs qui vont avec, les affects qui vont avec, les mots pour se désigner, pour se nommer. Et aussi assumer les leaderships. Ceux qui racontent que le nous est plus démocratique que le je sont des irresponsables. Parce que quand on dit je, on permet aux autres de se situer. Tandis on dit nous, c'est qui? C'est une entité, on ne sait pas qui c'est. Je parle du leader, hein. Je ne parle pas de la construction, construire en nous. On ne peut construire en nous qu'à la condition que tous les piquets qui constituent cette émergence-là, ils soient là. Que les gens ne soient pas dans l'anomie. On ne sait pas qui on est, nous. D'ailleurs, on n'a pas de leader, parce qu'il avance avec un masque, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, il se sent un devoir de grisaille. Et si par hasard apparaît le leader, ça va être juste pour dire nous, mais on ne sait pas qui c'est. Le parti, les masses, bref. Nous avons eu besoin de ce moment-là. Et regardez partout les révolutions populistes incluent une dimension d'incarnation que vous ne pouvez pas reprocher aux gens en disant vous êtes tellement bêtes que vous avez besoin d'un leader. Non, c'est justement parce qu'ils ne sont pas bêtes qu'ils installent un leader ou une leaduse, comme ça a été le cas en Argentine avec Cristina Kirchner, ou comme ça a été le cas au Brésil avec Dilma Rousseff pendant toute cette période. Donc tous ces éléments, vous comprenez, il faut les faire sortir de la considération académique et des débats entre nous pour en faire une stratégie vivante. Et quand on parle par exemple du peuple acteur politique, à quoi correspond son incarnation? Je finis là-dessus. Comment ça se traduit? Eh bien, le parti de classe, on le connaissait, il était comme la classe, il était délimité. Le parti du peuple, c'est un mouvement par définition, et c'est un mouvement sans bord. C'est pas facile à construire. C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'imaginer en ce moment. Hein, c'est un mouvement, et qui correspond à la modernité. Dans la modernité, plus il y a de monde, plus les individus sont singuliers. Vous ne pourrez plus remettre les gens en rang comme ils l'étaient autrefois à l'usine. C'est donc par leur mouvement autonome, personnel et individuel qu'ils participeront à hauteur de ce qu'ils veulent faire ou pas, suivant le moment. Et si on peut dire tout ça, ça ne nous convient pas, parce que c'est trop individualiste, c'est comme ça. Le nous ne se constitue que par une libre adhésion. Si on ne le comprend pas, on va essayer de brutaliser les gens, on n'arrivera à rien. Voilà comment, moi je retombe dans le... Je colle au discours de Chantal, parce que l'important pour nous, c'est d'être nourris par des penseurs qui nous permettent d'arriver à comprendre. On ne peut pas tout faire en même temps, militer, réfléchir pour de la théorie. Bon. Donc on arrive à tout faire en même temps. Pour ma part, j'essaye de m'y astreindre parce que je suis un militant à l'ancienne. C'est-à-dire que pour moi, la théorie commande à la pratique. Et ce que nous sommes en train de bâtir à travers une campagne électorale, ce n'est pas une élection. Bien sûr que c'est une élection. Mais ce n'est pas une élection. Nous sommes en train de construire un peuple. C'est ça que nous essayons de faire, construire un peuple. Et ce qui restera à la fin de la campagne électorale, c'est s'il existe un peuple ou pas. Et vous voyez que la résistance énorme, elle vient non seulement de l'ennemi, qui décide de nous travestir, mais elle vient des fois des amis qui ne supportent pas la remise en cause des pouvoirs établis que l'irruption populaire fait. Alors je termine là-dessus. Comment ça se passe une révolution citoyenne ? Il faut que les conditions matérielles en soient réunies à la base. Il faut que la société soit incapable de répondre aux aspirations élémentaires, dont beaucoup sont de nature écologique. Par exemple, nous voulons tous que nos enfants ne mangent pas du poison. Ben aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure pour y arriver. Bref, la société ne répond plus aux revendications élémentaires de l'existence. Et troisième élément, les institutions sont incapables d'organiser la conflictualité et la discussion à ce sujet. Et lorsque tout le système est bloqué, il explose de manière fortuite, c'est-à-dire d'une manière absolument imprévue. Un type se suicide, c'est le 3e en Tunisie, parce qu'il ne veut pas payer sa taxe sur ses légumes qu'il vend dans la rue. Et ça provoque une révolution. En Amérique latine, au Venezuela, les gens qui ont accepté tout le plan d'austérité, il y a une chose qu'ils n'acceptent pas, c'est payer le ticket de bus plus cher. Et c'est là qu'on vient sur un thème qu'a effleuré il y a un instant Chantal, mais qui est fondamental. C'est le rôle des, entre guillemets, entre comillas, hein, les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui se sont moyennisés dans le déclenchement de la révolution. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que leur réussite est liée à leurs efforts strictement personnels, ils n'ont aucune ambition sociale, et que tout d'un coup, leur ambition personnelle et leur mérite personnel est entravé par un système bureaucratique qui ne tient pas compte d'eux. Et à ce moment-là, ils se mettent en mouvement. Ça vous donne les casserolades. En Argentine, c'est une affaire de caisse d'épargne qui déclenche la révolution en Argentine. Au Venezuela, c'est une affaire de ticket de bus. Chez Correa, c'était je ne sais plus quoi. Mais enfin, à chaque fois, c'est l'événement fortuit. Ben, l'événement fortuit en France, ça pouvait être Rémi Fraisse. Hein,
c'est-à-dire un gamin tué dans une histoire, je dis un gamin, je ne devrais pas parler comme ça, bon, c'est un adulte fait, mais ça peut être les manifestations de policiers. Et là, vous touchez du doigt ce que décrivait tout à l'heure Chantal Mouffe, c'est-à-dire l'ambiguïté fondamentale du mouvement quand il se met en mouvement. Vous ne savez pas si cette manif, elle est de droite ou de gauche. Bien sûr qu'il y a des gens du FN dedans, mais que disent les gens? C'est les revendications qu'ils présentent sont des revendications, pour un certain nombre d'entre elles, sont des revendications de démocratie. Donc c'est très compliqué. La situation peut sauter par un événement comme celui-là. Parce que c'est pas tous les jours que vous avez des flics qui font des manifs dans la rue la nuit en allant à l'Élysée. Le pays entier a vu qu'on peut aller à l'Élysée et qu'après on est reçu par le président. Là, demain, il y aura les bouchers charcutiers, il y aura... Tout le monde va faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité. Une société ne fonctionne pas sans le consentement à l'autorité. Ceci est un signal majeur que nous recevons de la proximité du point événement fortuit, que moi j'appelle, à la suite des Argentins et à la suite de nos autres camarades d'Amérique latine, le point qu'ils s'en aillent tous. C'est-à-dire un jour, les gens sont enragés et disent qu'ils s'en aillent tous. Tous, inclus les syndicalistes. Ne croyez pas que ça épargne les gens de gauche. Hein. Dans la révolution argentine, quand elle démarre, ils s'en prenaient aussi aux camarades des syndicats. C'est vous qui nous avez mis dans ce bordel, on ne veut plus vous voir, dégagez, on vous a assez vu. Tout le monde. La société entière s'effondre avant de se reconstituer politiquement. Alors, merci. On a un peu débordé sur le timing initial, mais c'est un peu normal. On a un peu de temps, je crois, pour encore continuer au-delà de 9 heures. On a abordé déjà un petit peu finalement ce qui devait être notre 5e point, qui était la question du clivage droite-gauche. Parce que c'est vrai que souvent... pour ceux qui revendiquent l'utilisation des catégories peuple ou populisme, eh bien, l'objection qui arrive assez vite, ce sont des catégories qui visent à gommer, à effacer la distinction droite-gauche, alors qu'en réalité, on peut considérer que cette affirmation est une mauvaise compréhension, en réalité, du sujet. On va essayer de reparler peut-être pas trop longtemps, parce qu'après, il y a une partie qui va être importante, qui va être justement sur les objections qui sont faites. Si, on a un peu de temps, Parce que quelle heure alors ? On a encore une bonne demi-heure. Ça va. Ou un quart d'heure, allez, un quart de 20 minutes. Chantal. Non, moi je veux bien, mais on peut rester ici jusqu'à demain matin. Non, mais on a encore une bonne. Je sais pas, vous voulez partir ? Non, hein. Bon. On a une bonne vingtaine de minutes. Bon, d'accord, alors essayons d'être un peu concis tout de même. Bon. La question de droite-gauche. Ton micro, Chantal. Oui, bon. C'est quelque chose d'assez important. Et bon, moi, ma position à ce sujet-là, c'est la suivante. Je crois ça dépend comment, à quel niveau on définit la droite et la gauche. Parce que je crois que quand on parle, évidemment, de construire un mouvement populiste, bon, il s'agit justement de construire. Enfin, moi, je m'appuie sur les analyses d'Ernesto Laclau dans La raison populiste, où il dit qu'au fond, le populisme, c'est la construction d'une frontière politique sur la base de ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Donc, c'est évidemment très important. Et là, ça inscrit, c'est pour ça que j'insistais au début, que ça dépend aussi, on ne peut pas penser le populisme si on part d'une conception du politique comme étant la conception associative. Parce qu'alors là, franchement, le populisme en tant que construction d'une frontière, bon, ben, c'est pas, ça ne fonctionne pas. Parce que la conception associative n'admet pas que la question fondamentale du politique, c'est la construction du nous et du eux. Hein, bon, donc là, je crois que c'est important en fait, toute cette réflexion que nous faisons ici au niveau politique, elle s'inscrit dans le contexte d'une réflexion théorique, d'une approche qui est justement celle que nous avons développée dans Hégémonie et Socialiste Stratégie. Mais bon, donc, c'est la construction d'une frontière politique. Il y a plusieurs façons de construire la frontière politique. Par exemple, le marxisme construit la frontière politique sur la question bourgeoisie-prolétariat. Ça, ce n'est pas la façon de construire la frontière politique à la manière populiste. Donc, bon, Luc ne sera peut-être pas d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, je crois que c'est important de voir. Donc, en fait, quand on va construire la frontière politique de type populiste, ça ne peut pas être construit sur la base de ce qu'est construit normalement le clivage gauche-droite. Parce que le clivage gauche-droite, traditionnellement, se réfère à des catégories
principalement sociologiques qui ont déjà, disons, des intérêts. C'est une idée que, bon, si c'est la place dans les relations de production qui va déterminer la conscience. Dans le marxisme, évidemment, c'est très clair, mais on peut aussi avoir des visions plus socio-démocratiques. La gauche représente les intérêts des ouvriers, pas nécessairement pensés en termes de classe, mais les classes populaires, et puis il y a là. Donc, d'une certaine façon, c'est l'idée que c'est déjà donné. Il y a des gens auxquels dont les intérêts correspondent nécessairement à la question de la gauche et à la question de la droite. Donc c'est ça que j'appelle le clivage traditionnel. Bon, une frontière politique de type populiste ne construit pas la frontière de cette façon. Parce que, justement, et moi, je crois que, justement, la question de construire un peuple, ce n'est pas de construire une classe. C'est un peuple qui c'est nécessairement une frontière qui est de type beaucoup plus transversale, qui va et elle se construit à travers ce que nous appelons dans Hégémonie socialiste stratégie la construction d'une chaîne d'équivalence entre toute une série de demandes qui sont des demandes très hétérogènes, qui proviennent d'endroits différents, et elles se cristallise justement autour d'un nous. Alors, à mon avis, là j'étais d'accord avec ce que disait Jean-Luc, il faut nécessairement un leader pour cristalliser ce nous. On pourra peut-être en discuter plus tard quand on arrive au moment des objections. Mais en tout cas, la construction de la frontière en termes populistes n'est pas la frontière traditionnelle droite-gauche. Hein, c'est une frontière qui, justement, met ensemble toute une série de demandes beaucoup plus hétérogènes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la distinction droite-gauche, qu'elle n'est plus pertinente, mais elle est pertinente à un autre niveau. C'est-à-dire, elle est pertinente au niveau, justement, auquel je faisais référence déjà antérieurement. C'est ce qui va nous permettre de distinguer un populisme de droite et un populisme de gauche. Et je crois qu'aujourd'hui, bon là, j'ai pas mal de discussions en Espagne avec les gens de Podemos à ce sujet, parce que je crois qu'aujourd'hui, alors ils disent, oui, mais la catégorie droite-gauche, ce n'est pas des catégories qui sont universelles, ce sont des catégories qui sont propres à notre société. Et c'est vrai, par exemple, en Amérique latine, en général, les mouvements nationaux populaires, ce ne sont pas les mouvements qui sont identifiés comme étant de gauche. Par exemple, en Argentine, le kirchnerisme n'était pas identifié comme la gauche. Il y avait à côté de ça ce qu'on appelle la izquierda cipaya, c'est-à-dire la gauche qui veut mettre en place un modèle qui est inspiré de l'Europe principalement. Il y a toujours eu une lutte entre cette gauche et le national-populisme disons, de Kirchner. Moi, souvent, avec mes amis là-bas, ils me disaient, mais la gauche, j'ai dit, mais c'est pour moi, c'est vous la gauche. Et je crois qu'on a le même problème avec Correa. Donc mais là, c'est parce que, justement, dans le contexte latino-américain, ces catégories ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Mais je crois que nous, ici, en Europe, on ne peut pas passer au-delà de la distinction droite-gauche. La distinction droite-gauche est encore quelque chose de symboliquement très, très important. Parce que, bon, finalement, l'idée de gauche est liée c'est l'idée de l'égalité, de la justice sociale. Et la droite, c'est plutôt la question de la liberté. Il y a un magnifique petit livre de Norberto Bobbio à ce sujet, justement, où il dit, gauche-droite, quoi ça signifie. Dans notre imaginaire, il y a des valeurs qui sont liées à la question de la gauche, l'extension de la démocratie, la justice sociale et la droite. Donc, c'est pour ça, à ce niveau-là, c'est pour ça que j'insiste que moi, je défends un populisme de gauche. C'est-à-dire un populisme qui va vraiment développer, radicaliser la démocratie. Et il y a d'autres formes de populisme. Et je crois que, bon, le populisme de Marine Le Pen, c'est un populisme, mais c'est un populisme c'est-à-dire qui construit un peuple, hein, qui veut donner une voix à un peuple, mais elle le construit d'une façon, justement, qui n'est pas celle qui défend les valeurs démocratiques de liberté et d'égalité. Donc, je crois que c'est important de voir que la frontière ne se construit pas sur la base de
traditionnellement, parce que c'est vrai, on allait la gauche, des catégories de gauche, et qui correspondent d'une certaine façon, c'est comme un socle sociologique. Bon, ces gens-là, ça représente la gauche. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en fait, et ça, c'est lié évidemment beaucoup au développement du capitalisme financiarisé, qui, et je l'annonçais au début, finalement, nous offre aujourd'hui, ça a évidemment des quantités d'effets complètement négatifs, mais il y a un effet positif. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup plus de gens dans différents secteurs sociaux qui peuvent se reconnaître d'un projet. Jean-Luc appelle ça un projet citoyen, moi j'appelle ça problème de gauche, parce qu'au fond, à la différence de l'époque fordiste, où c'était principalement en tant qu'on était ouvrier qu'on travaillait à la chaîne, qu'on était sous l'effet de la domination capitaliste. Aujourd'hui, nous sommes tous, d'une certaine façon, assujettis à la domination capitaliste, même tous ceux qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec les entreprises. Parce qu'on est tous les politiques de privatisation. Donc, il y a en fait la possibilité de gagner à une cause d'émancipation, une cause de gauche, de justice sociale, toute une série de secteurs qui sociologiquement étaient en fait considérés comme étant, ah non, ça c'est le terrain de la droite. Et par exemple, il y a une chose que je toujours trouvé très intéressante chez Podemos, c'est quand il disait, mais nous, on ne veut pas parler uniquement aux gens qui sont considérés, qui votent traditionnellement à gauche. On considère qu'il y a toute une série de gens qui ont voté toute leur vie mais pour le Parti populaire, on veut les gagner aussi. On considère que ces gens-là sont aussi soumis à la domination, aux effets, si vous voulez, des politiques. Donc, on veut les gagner. Donc, d'une certaine façon, je dis que ces politiques néolibérales créent je pense au terme anglais, une constituency, beaucoup plus de gens qu'on peut gagner un projet de gauche. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas dire, la frontière, on l'établit sur la base de ceux dont on considère que leurs intérêts sont ceux qui normalement correspondent à la gauche. Mais il est important de maintenir cette distinction droite-gauche pour distinguer différents types de populisme. Alors, une chose que je voudrais dire en ce qui concerne ce projet de populisme de gauche, qui, justement, ça a à voir avec cette nécessité d'établir une chaîne d'équivalence entre toute une série de demandes hétérogènes. Parce que, aujourd'hui, ça c'était déjà en fait l'objectif de notre livre « Hégémonie socialiste stratégique », quand on disait qu'il faut reformuler le projet socialiste en termes d'une radicalisation de la démocratie, parce qu'on disait qu'il est important, il n'y a pas uniquement les demandes ouvrières qui sont importantes pour un projet d'émancipation, il y a le féminisme, il y a l'écologie, il y a les demandes de lutte contre le racisme, contre les inégalités, par exemple, dans les gays. C'est pour ça qu'on parlait de la nécessité d'établir une chaîne d'équivalence entre toutes ces demandes. Cette chaîne d'équivalence entre toutes ces demandes, c'est ça qu'on appelle construire un peuple. Donc c'est pour ça que je crois que les catégories traditionnelles du marxisme ne fonctionnent plus aujourd'hui si on veut penser à un projet émancipateur. Parce qu'il y a beaucoup de demandes démocratiques qui viennent d'endroits complètement différents du processus productif. Et qu'il est vraiment important d'articuler toutes ces demandes. Et une conséquence de ça, c'est que je crois que il est important de voir que ce mouvement, je préfère mouvement parce que je ne considère que le populisme de gauche, ce n'est pas quelque chose d'un parti, c'est d'un mouvement, mais qui peut avoir une dimension parti, mais qui doit établir une synergie entre les mouvements sociaux et la dimension plus traditionnelle de parti. Parce qu'en fait, beaucoup de ces demandes qui doivent être articulées dans la création de ce peuple, de ce nous, de cette volonté collective progressiste, elle s'exprime à travers des mouvements sociaux.
Et il faut pas, il n'est pas possible, c'est pas non plus qu'il faudrait désirer de mettre tout ça ensemble dans un parti. Donc je crois qu'il est important de voir, de trouver des formes d'établir une synergie entre ces mouvements sociaux et une forme, disons, plus traditionnelle de parti, parce que, alors là c'est une différence que j'ai par exemple avec toute une série de gens de gauche qui sont très horizontalistes, qui considèrent qu'au fond c'est uniquement au niveau des mouvements sociaux qu'on va pouvoir transformer la société, et que tout ce qui a à voir avec la lutte de transformation de l'État, c'est quelque chose qui est négatif, nécessairement. Et par exemple, c'est pour ça aussi que je suis très critique de la perspective qui est développée par Antonio Negri et Michael Hart, c'est ce qu'ils appellent exodus, désertion. On va pas essayer de transformer les institutions, on ne va pas, l'État, tout ce qui est parti, syndicat, tout ça, on ne va pas s'y mettre, on va construire une société différente en dehors. Bon, moi, je crois que je défends plutôt une stratégie inspirée de Gramsci de la guerre de position. Il faut s'impliquer dans les institutions. Il faut s'impliquer pour les transformer. Il faut essayer d'arriver au pouvoir pour transformer l'État. C'est pour ça, par exemple, la stratégie de Syriza en Grèce ou la stratégie de Podemos, qui sont des stratégies de transformation. C'est très différent de ce que peut être un mouvement social-démocrate. Par exemple, social-démocrate, c'est être dans les institutions, mais pas pour les transformer. C'est vraiment la reproduction. À l'autre extrême, on a la gauche de gauche, la gauche radicale, qui, elle, veut, au contraire, ou bien ne pas du tout s'impliquer dans les institutions, ou alors vraiment les mettre, les casser, les mettre... Bon, je crois qu'une stratégie de populisme de gauche, c'est justement une stratégie on dit non, nous on veut arriver au pouvoir. On veut arriver au pouvoir pour pouvoir transformer la société. Mais ça implique d'avoir donc une dimension parti, ce qu'on appelait la machine de guerre électorale à Podemos, mais aussi la dimension mouvement social. Donc je crois que c'est vraiment important. Donc on voit que le populisme de gauche, c'est au fond une façon de réimaginer la gauche. Une gauche qui ne soit pas sur le modèle de la social-démocratie, mais qui ne soit pas non plus sur le modèle de la gauche de gauche. Je crois que c'est ça pourquoi je lutte théoriquement, mais pour essayer d'imaginer justement comment on peut repenser la gauche, mais en abandonnant tout de même toute une série d'éléments de la construction du clivage traditionnel. Vaste programme. Jean-Luc. Bon, tu nous donnes là un matériau très ample. Il y a beaucoup de sujets. Moi, je ne les aborderai pas tous à ta suite. Je vais essayer d'abord d'attirer votre attention, parce que l'herbe est toujours plus verte dans le pré voisin, mais je voudrais quand même signaler que l'expérience Podemos n'a strictement rien à voir avec l'expérience Syriza, qui elle-même n'a strictement rien à voir avec Die Linke, et ainsi de suite. Il y a une histoire du mouvement des idées incarnée par des mouvements politiques. Il est trop tard pour l'engager à cette heure, mais si vous voulez, je reviens une autre fois, et je vous raconte comment tout ça est passé de l'un à l'autre, de l'Europe à l'Amérique latine, de l'Amérique latine à l'Europe en retour, avec les épisodes jusqu'à l'émergence de Podemos et la déflagration provoquée par la nécrose du front de gauche, transformé en un petit cartel de partis. Tout ça correspond, et l'expérience politique originale que nous, vaille que vaille, avec un certain nombre de gens qui sont dans cette salle, nous tâchons de construire sur une construction théorique de type nouveau, présentée de manière succincte dans l'ère du peuple et le choix de l'insoumission. Mais cette construction théorique, elle n'abandonne pas les outils du passé. Ça, c'est une divergence que je vais avoir avec Chantal. Personnellement, je me suis construit intellectuellement dans le marxisme, et je considère que je suis un marxien, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire que les outils
du matérialisme historique, parce que Marx, qu'est-ce que le marxisme, hein? J'avais un ami philosophe de Nicolas qui avait une réponse que je trouvais très spirituelle. Quand je lui dis qu'est-ce que le marxisme, il répondait une production de l'Institut du matérialisme dialectique à Moscou. Il voulait dire par là que des gens s'étaient emparés de bouts de texte épars, ils faisaient des collages, et tout ça finissait par constituer un corpus doctrinal qui avait été figé. Du marxisme, j'ai retenu l'essentiel, c'est-à-dire le recours au matérialisme appliqué à l'histoire, avec des lois particulières qu'il croyait y discerner, qu'on peut rafraîchir aujourd'hui. Par exemple, si on va prendre le déterminisme marxiste, c'est forcément celui de Simon Laplace, et c'est un déterminisme dans lequel il n'y a pas de principe d'incertitude. Aujourd'hui, nous sommes dans un déterminisme probabiliste, et ceci, à cette heure, je ne vous inflige pas la démonstration, mais ça a toutes sortes de conséquences, notamment de donner sa place à l'événement fortuit, qui sinon n'en a aucune dans un déterminisme linéaire. Bon. Toutes ces conceptions philosophiques dures participent pour moi et mes amis à la formulation de la théorie de la révolution citoyenne en empruntant aux expériences concrètes. Alors, quand on dit construire la frontière, c'est toujours une frontière de conscience dont on parle. Le salariat n'a pas disparu, il s'est étendu à toute la société, dans un modèle économique dans lequel une bonne partie de la société n'a aucune place. C'est une masse, soit parce qu'elle apprend, parce que le niveau de mise en œuvre des moyens de production nécessite et requiert des niveaux de formation beaucoup plus élevés qu'à n'importe quelle autre époque, ou soit parce qu'elle a été écartée de la production parce que les gains de productivité ont diminué la quantité de travail nécessaire et qu'on a fait une répartition sauvage entre ceux qui chôment et ceux qui travaillent encore et encore et encore. Voilà. Bref, il y a donc une société qui, pour l'essentiel, induit par sa propre constitution une frontière. C'est important. Il y a un eux et un nous en soi. Le eux, c'est les oligarques et la caste, et le nous, c'est la masse de tous ceux qui n'appartiennent pas à ces deux catégories, et qui, en effet, sont de plus en plus éclatés quant au statut social. D'abord parce que le système lui-même a individualisé les contrats. Et donc la précarité, les statuts de toutes sortes, l'ubérisation généralisée ont provoqué une explosion de l'ancienne classe ouvrière. Mais qu'on ne vienne pas me dire que c'était facile avant parce qu'il y avait une classe ouvrière regroupée. Moi j'attends qu'on me dise quand est-ce que c'était facile. Ou alors ceux qui le disent c'est qu'ils n'ont jamais milité à cette époque-là. C'était très difficile de former une conscience de classe. C'est pas ce que je dis non plus. Pardon ? C'est pas ce que je dis. Mais je dis pas que tu le dis, je m'en prends pas à toi là. Oui, non, mais c'est pas à toi que je m'en prends. Pas du tout, Chantal. Je m'en prends à ceux qui me disaient, je me rappelle quand j'étais au Parti Socialiste, comme ça, nous unirons tous dans une même détestation. On me disait, ah ben oui, mais mon vieux, maintenant la société a changé, c'est plus comme avant. Ben avant, c'était très dur. Moi, j'ai été militant d'avant. Hein, quand on allait avec le programme commun dans une classe ouvrière qui était à moitié dominée par les anciens réseaux de la droite, eh ben, c'était très dur. Le paternalisme fait qu'à l'usine Peugeot de Montbéliard, eh bien, nous n'étions pas majoritaires. Pourtant, c'était que des prolos qui travaillaient à la chaîne et dans des conditions extrêmement dures. On avait un mal de chien. La conscience de classe était le résultat d'une autodéfinition. Donc on revient sur la discussion qu'on a eue. Donc maintenant, il s'agit pour ces gens de s'autodéfinir. Si vous les prenez à partir de leurs conditions sociales et en restant là, vous n'y arriverez pas. Parce que les conditions sociales sont tellement éclatées qu'elles ne produisent pas. La conscience de soi résultant de sa situation individuelle ne produit pas un nous. Voilà pourquoi on le prend par un autre bout. Et notamment, on doit le prendre par le bout de la contradiction principale de notre époque. Et la contradiction principale, c'est celle qui conduit à la destruction de l'écosystème. Si le capitalisme productiviste qui ne contient aucune norme d'auto-organisation conduit à la destruction de l'autosystème, alors il y a un intérêt général humain anticapitaliste. Et pour la première fois, le courant progressiste et anticapitaliste peut investir la notion d'intérêt général humain, qui est la plus grande transversale possible, capable de regrouper la société entre un eux et un nous. Eux, ce sont les empoisonneurs, eux, ce sont ceux qui font l'agriculture productiviste, eux, ce sont ceux qui détruisent la planète, nous sommes ceux qui n'ont que leur vie à vivre et le petit bonheur que nous voulons y prendre, qui est absolument opposé à tout ce que ces gens-là veulent faire de nous. C'est dire qu'il n'y a pas de contradiction à tracer une frontière en utilisant les outils du passé pour le faire, mais il est évident qu'on ne peut pas les faire passer au même endroit. Ça ne veut pas dire que les réalités qu'il décrivait n'existent plus, ça veut dire qu'elles sont tellement généralisées qu'il n'y en a plus de sens. Voilà pourquoi je propose de construire de nouvelles hégémonies à travers l'idée, par exemple, de la planification écologique
et des thèmes de cette nature, et d'un éco-humanisme qui va reprendre l'idéal progressiste et le formuler dans les termes de l'intérêt général humain. Je vais maintenant finir là-dessus, parce que je crois que c'est qui m'amène à ma conclusion. Le mot que la gauche et la droite existent, c'est une évidence. Mais ce n'est pas une évidence d'étiquette, parce que les étiquettes sont falsifiées. Et que voulez-vous, les gens pensent à travers des mots. Aussi longtemps que gauche veut dire Hollande, on ne peut pas penser. Et toute personne qui arrive en disant « Eh bien, écoutez, moi je suis la gauche », on va dire « Mais attends, on ne comprend pas, c'est l'autre la gauche aussi, vous êtes de gauche tous les deux. » Ah ben non, lui il est de droite. Ah non, alors vous êtes quoi? La vraie gauche. Et vous êtes ce que Podemos, alors là pour le coup c'est une discussion avec les camarades de Podemos, c'était si on accepte leur latéralisation, 2 secondes après on est à l'extrême gauche. Parce qu'il y a une gauche, une vraie gauche, une fausse gauche, une extrême gauche, la gauche qui est gauche, mais bref. Donc il ne s'agit pas de nier le mot gauche, ni même de le rejeter, ni même de dire que nous serons dans une espèce d'au-delà dont on ne sait pas au juste à quoi il correspond. Il s'agit de reconstruire la racine de gauche. Ou plus exactement, de reconstruire la racine dont le nom était jusqu'à présent gauche. Et cette racine, c'est souveraineté, citoyenneté. C'est cette racine dont il s'agit de s'emparer pour pouvoir la projeter sur l'idée d'un intérêt général humain, et c'est à ce moment-là que la gauche est refondée. Il ne s'agit donc pas simplement, et là peut-être que c'est un désaccord, de la repenser en tant que programme intellectuel, il s'agit de la refonder, raison pour laquelle, par exemple, dans la stratégie, parce qu'il faut bien quand même que j'en dise un mot, actuelle, moi je ne veux pas rassembler la gauche, c'est pas mon but. Mais bien sûr, il y a une ambiguïté. Est-ce que tu ne veux pas rassembler les gens de gauche? Bien sûr que si, mais pas seulement ceux de gauche. Mais bien sûr que je veux les rassembler. Bien sûr que je veux les rassembler. On est d'accord, là. Oui, bon, on est d'accord, mais je ne m'engueule pas avec toi, je m'engueule avec mon général. C'est peut-être un point sur lequel on se Ah, peut-être. Alors on est d'accord, tant mieux. Non, mais tant mieux, franchement, je ne cherche pas le conflit, moi j'en ai assez sur le dos. Hein. En tout cas, avec mes amis, je ne cherche pas le conflit. Mais c'est pour dire que je ne peux pas dire je vais rassembler la gauche parce que ça veut dire je vais me rassembler avec le PS, ce qui est précisément ce que je ne veux pas faire. Voilà la difficulté du combat quotidien, réel. Hein. Et donc, quelle est la stratégie? Exactement ce que tu disais il y a un instant. Tu dis des demandes hétérogènes qui cristallisent. Moi j'ai appelé ça fédérer le peuple. Fédérer le peuple, c'est pas rassembler la gauche. C'est recréer la gauche en fédérant le peuple. Sur quoi? Sur ses aspirations. Voilà. Voilà les mots, parce que le choix des mots, là, nous sommes d'accord tous les deux, à 10 000 %, le choix des mots est décisif. Si je m'amuse à dire demain que je veux rassembler la gauche, eh ben je vous garantis que je tombe du cheval 2 secondes après. Parce que les gens n'entendront pas « tu veux rassembler les progressistes », ils entendront « tu veux te rassembler avec les autres magouilleurs, donc tu es comme les autres ». Voilà. Et c'est pourquoi toute notre difficulté là, ils nous ont volé les mots. C'est ça notre problème. Et donc on doit sans cesse remettre en circulation des mots pour être capable de créer du nous. Car si nous disons gauche, les gens entendent qu'on est nous avec eux. Et si nous disons fédérer le peuple et que nous sommes le peuple, les gens entendent autre chose. Comme par exemple quand ils me voient dans le métro, parce que je prends le métro, alors il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah ben vous faites comme nous. Alors je lui dis, mais comme vous, qui? Eh ben nous, quoi. Nous, il voulait dire tout le wagon, quoi. Hein. Et c'est à cet instant, c'est ça le populisme au sens qu'utilise Chantal. C'est que pour le gars en question, nous, c'est ceux qui prennent le métro, voilà, et pas les autres. Alors je ne sais pas ce qu'il suppose qui se passe à la surface, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont avec nous. Hein. Mais c'est pour dire, c'était ça l'idée. Voilà, mon mot final est ça. Si je peux une seule chose demander à mes auditrices et auditeurs de ce soir, pas à Chantal, parce que là, c'est acquis, c'est tenez compte du fait que nous improvisons peu. Ou si nous improvisons, c'est au sens artistique. C'est-à-dire que quelque chose qui a profondément diffusé en nous se transforme en acte. Mais que ce soit la construction d'un mouvement comme la France Insoumise, que ce soit la formulation de l'idée de l'ère du peuple, tout ça, mes amis, au point de départ, c'est de la théorie. À partir de l'expérience pratique des luttes révolutionnaires. Et la constituante, c'est notre stratégie révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous ferons naître le peuple en tant qu'entité, par la conflictualité pédagogique. C'est-à-dire que quand on va déclencher la constituante, il est clair qu'elle va se construire contre des intérêts politiques particuliers, évidemment, et au nom d'un intérêt général que le nous va formuler. Voilà, on a la chance d'être le peuple où c'est intraduisible dans une autre langue. Les gens en France, ils disent « Ah bah, si tout le monde faisait comme vous, on serait bien ». Sous-entendu, ce que tout le monde ne peut pas faire n'est pas bien. Il y a chez nous une racine identitaire
égalitaire très profonde qu'on doit à nos glorieux ancêtres, hein, et à leur belle devise. Donc ça, c'est un capital à exploiter. Les Gaulois. Les ancêtres. Alors, si tu veux, vraiment, les Gaulois n'étaient pas égalitaires, et comme bande de gens foutres, on fait difficilement au-dessus. C'est pour ça que je voulais faire une blague. Bien, je voudrais que... Tu veux dire un mot peut-être, Chantal? Non, j'aime beaucoup cette formulation. Fédérer le peuple pour refonder la gauche, je suis d'accord avec ça. Bon. Voilà. Je crois qu'on peut remercier nos deux invités qui ont beaucoup donné de substance à la soirée, de leur réflexion profonde. En fait, c'était pas si simple d'envisager ce dialogue parce qu'évidemment, il articule vraiment beaucoup de dimensions intellectuelles, proprement intellectuelles, théoriques. On a vu ce soir que parfois la philosophie peut contribuer à transformer le monde. Hein, c'est ce qu'on disait avec Jean-Luc tout à l'heure. Donc, vous avez pu, j'espère, chacun apprécier... c'est la première fois en France, je crois, qu'il y a ce débat entre Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'au moins vous avez pu chacun apprécier la manière, d'abord les pensées de chacun, les théories qu'il développe, et puis la manière dont dialogue en réalité la théorie populiste défendue par Chantal et celle de fédérer le peuple de Jean-Luc, dont on a vu par ailleurs qu'elle ne se juxtapose pas non plus en permanence à tous les points, mais c'était aussi l'idée de montrer un petit peu, disons, les aspects saillants et sur lesquels il y a un dialogue entre eux. Et puisque Jean-Luc l'a proposé, peut-être sans faire exprès, peut-être même y aura-t-il une deuxième rencontre, on verra en 2017, quelque part en 2017, une fois que nous aurons réussi à mobiliser le peuple et le mettre en action, une fois qu'il sera au pouvoir, on verra quid de nos théories du populisme, comment elles s'appliquent au pouvoir et à son exercice. En tout cas, merci à toutes et à tous. On a un peu débordé, je m'en excuse, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. L'association Mémoire et Lutte était ravie de vous accueillir aujourd'hui. On a été très désolés parce que je dois vous dire que lorsqu'on a monté la réunion en à peine 2h30, on a eu quasiment 900 demandes d'inscription pour cette rencontre. On ne pouvait pas accueillir tout le monde. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y avait quand même un intérêt très fort. Alors, absolument, c'est ce que j'allais dire. Avant qu'on se quitte, sachez que cette soirée a été filmée. Elle donnera lieu à un film qui sera diffusé ultérieurement sur le site de Mémoire des Luttes et celui de la campagne de Jean-Luc. Donc, je ne sais pas exactement quand, les délais, mais sachez que cette soirée percolera dans les réseaux interconnectés qui constituent la masse mobilisée et le peuple de demain, si j'ai bien retenu la leçon. Bonne soirée.